Bienvenue à cette 8e rencontre de la communauté numérique responsable. Petit agenda, bon, 5 minutes de retard, mais ça va se rattraper. Une première partie où il y a 3 startups de la région de Bruxelles qui travaillent dans l'économie circulaire du numérique. Ils vont venir vous présenter chacun ce qu'ils font dans la région. Ensuite, on aura une petite pause et pour ceux qui veulent, vous pourrez aller prendre un sandwich à la cafétéria ou papoter avec nos start-upers. Et dans la deuxième partie, Sébastien du GT2 va nous présenter le guide d'éco-conception régionale en phase de finalisation. Voilà. Et on vous fera une petite conclusion. Donc normalement, on aura fini vers 13h15, 13h30 maximum. On est bienvenus. 2 sessions. Juste une toute petite introduction. Salut. Pour ceux qui ne font pas partie du réseau numérique responsable, tous les autres connaissent déjà ces éléments, mais pour ceux qui ne connaissent pas, je vous fais une toute petite intro. Déjà, pourquoi Paradigme s'intéresse au sujet du numérique responsable, c'est qu'en fait, depuis mars 2021, on a été mandaté par le gouvernement pour aider les administrations de la région à déployer cette thématique en interne. Et depuis 2021, donc, on a créé un réseau d'administrations. Au début, on était 5 administrations. Aujourd'hui, il y a 15 administrations qui font partie de ce réseau. Il y a à peu près 80 personnes qui sont inscrites. Et on est répartis en 5 groupes de travail. Un groupe sur les équipements, tout le cycle de vie des équipements. Un groupe sur l'éco-conception logicielle. C'est le groupe que supervise Sébastien. Un groupe sur l'IT for Green, un sur la conscientisation et la communication qui se réunit cet après-midi, et un sur la consommation énergétique. L'objectif de ce petit réseau, c'est d'identifier, de tester, de diffuser des actions numériques responsables pour rendre nos infrastructures plus sobres, plus résilientes. Si vous ne faites pas encore partie de cette communauté et que vous m'aurez envie d'en faire partie, vous pouvez soit nous envoyer un email, soit venir me contacter, ou alors scanner ce code. Il y a un formulaire d'inscription et comme ça, vous rentrez dans la mailing list et on vous informe de tous les événements complets. Voilà. Vous pouvez aussi aller contacter un membre de ce qu'on appelle la Core Team. C'est toutes les personnes qui ont un mandat Green IT dans les différentes administrations de la région. Donc, si vous avez quelqu'un de la Core Team dans votre administration, n'hésitez pas à aller les voir. Pour info, Bruxelles Environnement. Donc, il y avait Victoria Raz qui est partie, qui a changé de fonction, mais elle va être remplacée en janvier par quelqu'un d'autre de Bruxelles Environnement. Et donc, ce réseau a tout un tas d'activités. Une des activités, c'est d'organiser des événements, de conscientiser nos administrations à cette thématique. Il y a un événement qu'on a organisé en juin dernier, c'était le Green Tech Forum Bruxelles. Le premier événement avait eu lieu en 2024, et là, c'était la 2e session. Et pendant ce Green Tech Forum, on a rencontré donc plusieurs acteurs du numérique responsable et 3 startups qu'on a trouvées extrêmement intéressantes. Bonjour. Bonjour. Salut. 3 startups qu'on a trouvées vraiment intéressantes sur l'économie circulaire et qu'on a invité à venir nous présenter ce qu'ils font aujourd'hui. Je vais d'abord accueillir Louis de Lève qui va nous présenter la réutilisation de chaleur dans un data center. Bonjour à tous et à toutes. Donc, moi, c'est Louis. Donc, comme a dit Thierry, nous, on a créé en fait une façon. On a reconçu un peu l'infrastructure digitale pour que de l'infrastructure, donc des data centers jusqu'à la couche logicielle, ce soit durable. Et donc, on fournit des services cloud classiques comme puissance de calcul et stockage pour baser là-dessus. Donc, un peu pour contextualiser pourquoi on a fait ça. Bon, si vous êtes dans le groupe, vous savez un peu donc, le contexte. Donc, on ne va pas trop s'attarder dessus, mais la tendance est un peu celle-là qui est dessinée. Donc, ces différents scénarios de l'ADME et de l'ARCEP, donc les institutions françaises. Et on n'est pas du tout parti dans la bonne direction. En bleu, c'est ce qu'il faudrait qu'on ait pour atteindre le net zéro d'ici 2050.
Et à ça s'ajoute toute une série, en tout cas du côté des data centers, de défis et de risques. Donc, on a beaucoup de. Donc, ça se voit dans les clusters de data centers du monde. On a des énormes problèmes de réseau. Donc, ça, par exemple, comment ça se règle pour l'instant aux États-Unis? En fait, ce qu'ils font pour renouveler le réseau, pour accueillir de la capacité pour les nouveaux data centers, en fait, font payer la facture aux personnes qui habitent autour pour payer les investissements, pour pouvoir fournir aux data centers. Donc ça découle sur ce Civil Society Resistance. Donc il y a de plus en plus de résistance là-dessus. Ici, voilà, il y a encore pas longtemps, Amazon qui a été empêché dans une région de s'installer par la résistance civile. Et donc, en fait, c'est quelque chose qui monte en intensité parce que si le déploiement de data center monte en intensité, voilà, ça, c'est un peu une série de risques. Ici, j'ai pris la carte de la Belgique. Je n'ai plus retrouvé l'année, mais c'était dans les 5 dernières années sur le niveau de sécheresse. Donc, les data centers, ça consomme énormément d'eau. Et il y a aussi plein de régions, beaucoup aux Pays-Bas, où il y a un conflit entre à qui on donne l'eau, parce que ben, voilà, c'est un gros client qui va payer énormément. Et puis, la société civile qui doit s'organiser pour s'assurer que les ressources soient bien. Donc, ça, c'est très problématique, surtout qu'on sait que voilà, notre société dépend entièrement du numérique aujourd'hui. On ne peut pas s'en passer. Si du jour au lendemain, il n'y a plus de numérique, nos États s'écroulent. Pas pour faire peur, c'est vrai, parce que tout est dans le numérique et du coup, ce serait vraiment compliqué de gérer ça. Voilà, bon, ça, c'était quelques articles par rapport à ça. Donc voilà, il y a ce constat aussi très problématique avec une tendance qui monte de plus en plus. Et de l'autre côté, quand on regarde du niveau de l'utilisation actuelle des serveurs, on voit qu'en fait, donc ici j'ai gardé une marge de sécurité, mais les chiffres à travers n'importe quelle étude que vous allez trouver, c'est entre 15 et 20% qui sont réellement utilisés, mais 100% qui consomment en fait. Donc nos infrastructures alimentent 4 à 5 fois plus que ce dont on a besoin. Tout le reste, c'est du gaspillage. C'est même pas. Parce qu'en fait, c'est pas cher et facile d'accès. Et donc, on déploie. On sait tous qu'on a plein de fichiers sur nos ordi. Maintenant, on a des ordi avec 256 gigas ou 500. Et en fait, on les remplit. Et avant, on avait beaucoup moins. Et on les remplissait pas. Il n'y a pas vraiment de changement d'utilisation. C'est juste que voilà, ça prend de plus en plus de place sans apporter plus de valeur. Donc nous, notre constat, c'est que voilà, on a un design très extractif, très linéaire des data centers a beaucoup qui cause beaucoup de pollution, ça consomme beaucoup d'eau, d'électricité, et puis toute la chaleur est perdue dans l'atmosphère. Et à côté de ça, au niveau des logiciels, en fait, on a toute cette capacité qui n'est pas vraiment utilisée. Et donc, en fait, il y a de la place pour vraiment faire d'énormes économies sans vraiment changer, sans rentrer dans une logique de restriction de nos habitudes. Donc, comme je disais, on peut, si on rentre dans une logique circulaire, éviter la consommation d'eau entièrement. On peut réutiliser la chaleur des serveurs. On peut aussi réduire la quantité d'électricité qu'on utilise pour faire tourner ces machines. Et donc, pour nous, on a vraiment la conviction qu'on peut réduire de 99% en fait, à travers différents indicateurs la consommation du numérique sans changer nos habitudes ou même sans que ça se ressente d'un point de vue utilisateur. Donc ça, il faut se rendre compte que il n'y a pas beaucoup de secteurs, bon, je ne suis pas un expert dans les autres secteurs, ça c'est mon secteur, mais il n'y a pas beaucoup de secteurs où on peut diviser par 100 notre empreinte sans qu'il y ait un changement en fait, dans les usages. Ça, vous imaginez dans l'aviation, voilà, c'est une toute autre industrie, c'est plus la même. Dans le digital, en fait, c'est possible, mais il faut changer comment on s'organise, comment l'infrastructure est faite et comment en fait on fournit ces services à la société. Et donc, une solution que nous on propose, c'est une logique circulaire. Alors, j'ai mis résidentiel ici, mais ça peut être tout type de bâtiment qui consomme de l'eau chaude. Donc, ça peut être des industries, des bâtiments publics tels piscines, hôtels, etc. Qui, en fait, fournissent l'infrastructure au centre de données. Donc, infrastructure, c'est quoi? C'est de l'espace, de l'accès à l'électricité, de la connectivité et de l'accès à de l'eau, un circuit d'eau. Et en échange, le centre de données en fait réinjecte cette chaleur directement dans le bâtiment où elle est consommée. Ça a beaucoup d'aspects positifs que je vais détailler tout à l'heure.
Et donc, pour faire ça, on a conçu un système de récupération de la chaleur. Donc, c'est essentiellement une sorte de chaudière numérique dans laquelle, alors ça ne se voit pas très bien ici sur l'illustration, ça ici sont des serveurs qui sont refroidis par immersion. Ça s'appelle, donc, ce n'est pas des ventilateurs qui soufflent, mais c'est vraiment les serveurs qui sont plongés directement dans un liquide de refroidissement. Ce liquide chauffe avec l'ordinateur qui tourne. Et en fait, cette chaleur, on peut après, avec un échangeur à chaleur, l'injecter dans un bâtiment. Et ce bâtiment peut après profiter de la chaleur, d'eau déjà préchauffée, un peu comme un chauffe-eau solaire. Bon, on en a moins ici, mais par exemple au Portugal ou en Espagne, vous avez souvent des panneaux solaires qui chauffent l'eau. Et après, la chaudière ne fait qu'un point. Oui, c'est ça, un point pour atteindre 60 degrés. Parce qu'ici, on n'arrive pas aussi haut que ça. Donc voilà, ça on a conçu ici, on le fait fabriquer ici à côté de Wavre. C'est assez simple et ça permet de déployer en fait des petits data centers là où la chaleur est nécessaire et de réduire, de se libérer en fait de toutes les problématiques que j'ai évoquées juste avant. Alors aujourd'hui ici, vous avez un exemple de notre première installation en partenariat avec le foyer ski québécois. Donc ça, c'est le système en fonctionnement. On voit le ballon d'eau derrière. Et donc, les serveurs tournent ici. Je pense que ça ne se voit pas très bien. Mais, donc, ils sont vraiment immergés dans de l'huile en direct. Ça demande juste n'importe quel serveur peut être refroidi comme ça. Il faut juste enlever les ventilateurs, sinon ça fait plein de bulles. Et puis voilà, puis toute cette chaleur est transférée dans le ballon. Et puis le ballon achemine ça aux habitants qui, eux, ont donc de l'eau chaude et qui consomment un peu moins de gaz parce qu'en fait, l'eau, au lieu d'être à 10 degrés, elle est à 25-30 degrés selon le taux d'utilisation de nos serveurs. Et donc voilà, ça fait 1 an que ça tourne sans souci. C'est avec des clients qui l'utilisent. C'est finalement assez simple d'un point de vue d'implémentation. Enfin, on voit qu'on a fait toute la R&D. Et donc par-dessus, on fournit en fait, pour faciliter l'accès à cette plateforme, à cette infrastructure, une plateforme pour que les entreprises, les administrations puissent faire tourner leurs applications, leur site web plus facilement. Et donc, ça ne se voit pas ici, mais on fournit aussi une mesure en temps réel sur le data center, la consommation d'électricité, la chaleur qui est produite, pour aussi donner un impact carbone des applications pour qu'aussi les entreprises puissent améliorer leur utilisation. D'un point de vue impact, qu'est-ce que ça permet, donc, ce modèle cellulaire? Alors, on consomme 6 à 9 fois moins d'électricité comparé à donc, la moyenne. Donc, en jaune, c'est l'efficacité énergétique où on se trouve, et ça, c'est la moyenne mondiale. Et la moyenne européenne est un peu plus haute, donc c'est ça les 9 fois. Donc ici, c'est pour le data center, donc les serveurs consomment autant d'électricité qu'ils soient chez nous ou ailleurs, mais toute l'infrastructure autour consomme jusqu'à 9 fois moins d'électricité que dans un data center classique. On n'a pas utilisé un seul litre d'eau pour refroidir nos serveurs, c'est-à-dire qu'on soit là ou pas, il n'y a pas plus de consommation d'eau. Ça, c'est hyper important parce que généralement, les entreprises, les développeurs de data centers mettent en avant l'efficacité énergétique. Mais pour atteindre des niveaux tels que le nôtre, qui est possible, ils consomment en fait énormément d'eau. Et ça, c'est une métrique qui n'est jamais communiquée. On parle de millions de mètres cubes par an, par site. Et généralement, ça se fait aussi via des contrats opaques avec les fournisseurs d'eau. Et donc, voilà, ça, c'est toutes des conséquences de gouvernance. Ici, qu'on soit là ou pas, il n'y a pas plus d'eau qui est consommée parce qu'en fait, on profite de la consommation d'eau naturelle des habitants ou du bâtiment où en fait, on va s'installer. Et donc ça, c'est hyper important dans le calcul d'impact aussi de ce genre de solution. Alors, on a récupéré entre 2 et 5, bon, du coup, on a une fourchette parce qu'on a eu un problème avec le capteur, mais de mégawattheures d'eau qui ont été produits et injectés directement dans le bâtiment. Ces chiffres ont quelques mois, mais ça donne déjà une idée du potentiel et surtout qu'on ne tourne pas encore à capacité maximale et on a une capacité électrique petite installée. Et finalement, un point important aussi, c'est qu'on n'a pas besoin de construire et la construction, souvent on pense à l'impact du data center une fois qu'il fonctionne.
le béton et l'acier, en fait les travaux généralement nécessaires à ce genre de data center, tout aussi polluants. Enfin, voilà, ça c'est souvent dans la phase construction. Par exemple, Microsoft qui s'était engagé à être neutre d'ici 2030, avec j'allais dire la crise de l'IA, on va dire le boom de l'IA. Ils ont un peu oublié ces engagements et juste dans la construction des data centers, ils ont augmenté de 30% leurs émissions. Donc le groupe global, ses émissions ont augmenté de 30% juste pour créer les data centers. Donc c'est vraiment aussi un pan énorme dont on pourrait se passer complètement parce qu'il y a des espaces éligibles à ce genre à installer notre solution. Juste à Bruxelles, il y a qu'à regarder des immeubles, il y en a partout. Parce qu'il faut un immeuble, il faut un certain volume de consommation de choses. Voilà. Donc tout ça pour dire que dans tout ce qui est circulaire aussi, l'avantage, c'est qu'on a un impact en fait. C'est un peu comme dans la permaculture, on change une chose et on améliore plein d'indicateurs en même temps. Et c'est justement basé là-dessus que nous, on est persuadé qu'on peut réduire de 99% les émissions, parce qu'on ne vient pas juste tweaker de 5% un paramètre, c'est vraiment tout le modèle qui est changé. Alors, pour Bruxelles, donc voilà, nous on est ancré dans Bruxelles, on a designé et prototypé tout ça dans un Fab Lab de la région. On a été soutenu à hauteur de 700 000 euros maintenant par Bruxelles Économie et Emploi et Innoviris. Et donc voilà, pour nous c'est aussi important de pouvoir s'ancrer là-dedans, que ce soit avec des collaborations avec des administrations, en créant aussi un écosystème cloud technique local, parce que ça reste une technologie critique. Donc, on parle beaucoup de souveraineté. Donc, il y a la souveraineté des infrastructures, mais aussi des cerveaux. Et il faut avoir les compétences sur le territoire pour pouvoir, en fait, développer ce genre d'infrastructure, opérer ce genre d'infrastructure et, en fait, être indépendant aussi d'acteurs externes par rapport à ces enjeux-là. Et donc, créer aussi, soutenir ce genre de projet ici, ça permet aussi de créer ça. Il y a beaucoup d'intérêt, on a beaucoup de demandes de stages ou de personnes qui veulent venir travailler ici parce que c'est vraiment un enjeu important, mais il n'y a pas beaucoup d'opportunités. Parce que voilà, il n'y a pas beaucoup de monde qui fait des data centers. Plus concrètement, au stade d'aujourd'hui, donc on a un site, donc tout n'est pas possible. Des cas d'utilisation qui pourraient être intéressants. Voilà, j'ai un peu regroupé des choses qui pourraient être pertinentes pour vous. Donc, il y a tout ce qui est hébergement de site web, voilà, avec différentes technologies. Ça peut être aussi tout ce qui est application web, microservices. Voilà, on supporte tout type de technologie aussi. Ou tout ce qui est hébergement d'applications comme Odoo, des solutions de chat comme Rocket Chat. Voilà, il y a un peu, ça dépend des besoins. Et dans les formes de collaboration, donc nous, notre offre principale, c'est celle d'une infrastructure managed infrastructure, donc où on gère nous-mêmes le data center, la plateforme, et en fait le client vient déployer son application et gérer son application. Ici, voilà, il y a d'autres types de collaborations qui peuvent s'envisager si ça intéresse, comme l'infrastructure dédiée, où on va opérer selon notre modèle, donc le côté infrastructure. On garde aussi la plateforme parce qu'elle est importante pour optimiser donc, ce que je montrais avec le gaspillage. Le but de la plateforme, c'est de réduire ce gaspillage à un minimum. Et puis le client, voilà, gérer aussi ses applications comme il veut. Et puis, on a aussi la solution Manage Application, donc où là, on gère tout. Voilà, ça peut être, on aimerait installer une solution de chat, une solution de visio. Vous gérez tout, c'est sur votre infra. Et là, c'est un autre modèle un peu plus clé sur porte au niveau du logiciel. Donc voilà, c'est un peu 3 modèles différents qu'on propose. Et voilà, c'est tout. Si vous êtes intéressé, vous pouvez soit m'écrire par email, vous pouvez prendre rendez-vous directement ici via le QR code. Sinon, via le site web, il y a aussi un petit formulaire Donc voilà, c'était tout. Et donc, dispo pour les questions. Je ne sais pas combien de temps on a.
Voilà. Oui. Oui, juste une petite, merci pour la présentation. Quand il y a un centre de données classique, il y a beaucoup d'accès, de pages de contrôle, enfin une sécurité liée à l'accès au bâtiment. Et je me demandais si dans la solution, quelle est cette... Est-ce que les serveurs sont dans une cage ou comment est-ce que cet accès, disons, l'intégrité physique du serveur? Et là, deuxième élément, je dirais, je vois en région bruxelloise des chauffages dans des chambres de logements sociaux. Enfin, il y a peut-être des synergies possibles. C'est à discuter. Je me posais juste par rapport à cette première question, l'idée de voir que pour l'instant, au niveau de la région, ben, on a deux sites principaux de data center et de voir quelque part si on peut faire quelque chose de redondant ou sortir des éléments ou comment intégrer en fait une telle solution avec une autre solution de données existante. Ok. Désolé, j'avais posé 3 questions. Pas de souci. Pas obligé de répondre aux deux. Pour la question de la sécurité, donc ça c'est important. Alors il y a différents éléments. Le premier, c'est que comme c'est, en fait, on est un peu invisible et l'emplacement n'est pas communiqué. C'est déjà une première couche. Et puis sur site, c'est accès sécurisé pareil aussi. Donc les locaux sont pas accessibles aux personnes qui habitent ou qui travaillent là. Il n'y a pas qu'on est là non plus. Et c'est surveillé par caméra. Et là, pour l'instant, on n'a pas mis de cage à l'étude, mais en fait, il y a 3 portes sécurisées avec des clés différentes pour accéder à notre équipement. Voilà, pour l'instant, c'est pas vraiment mis en place, mais en gros, il y a tout ça qui est en place. Et pour la question de la redondance, mais ça, c'est tout à fait faisable. Voilà, il faut un peu étudier, je pense, plus en détail, mais ça reste au final des serveurs. Donc, bon, il faut bien sûr, ça va pas faire. Il va falloir bien sûr dimensionner. Et où est faisable. Au niveau de la gestion des serveurs. Par exemple, là, pour les fibres, comment vous faites pour mettre des fibres sur des serveurs qui sont plantés dans le liquide? À RJ45, il n'y a pas de souci, mais si vous mettez des fibres, vous contaminez directement le signal, quoi. Alors nous, on n'a pas encore essayé avec des fibres pour l'instant, c'est en RJ45, mais l'immersion, enfin le refroidissement par immersion est compatible avec la fibre. Il faut juste, c'est plus exact. Je pense qu'il faut en fait connecter le câble et la carte en dehors et puis immerger. Parce que du coup là de toute façon c'est airtight, donc bien sûr si on met du liquide sur le petit verre et puis qu'on connecte là, ça. Tu peux aussi avoir un groupe électrogène si vous avez une panne d'électricité. Alors du coup, on a un UPS, on n'a pas de groupe électrogène. Donc là, on a 2 autres sites qui sont en planification. Et en fait, c'est pas encore implémenté, mais aussi dans le design, c'est décentralisé. Donc si un site tombe, il n'y a pas de perte d'application parce que tout est copié à travers les autres sites. Ça, c'est pour le stockage et le compute, ça se fait facilement. Et c'est pour ça qu'on dit que pour l'instant qu'on a un seul site, il n'y a pas d'application critique qui tourne. C'est voilà tout ce qui en fait on peut se permettre que pendant quelques heures ce soit pas accessible parce qu'en fait c'est 99% des applications. Et il y a une question. Ouais. Je suis convaincu par ce que vous présentez. Si je dois convaincre chez nous les décideurs, la première question serait combien ça coûte. Parce qu'actuellement, nous avons un contrat où on paye en euros par teraoctet utilisé. Quel est votre modèle de facturation et quel est le coût plus ou moins par rapport au data center classique? Ça va du coup dépendre du modèle, mais on n'est pas plus cher. On a les mêmes niveaux de prix en général, en tout cas pour
la solution du milieu, ça c'est sûr. On est généralement aussi moins cher parce qu'en fait, nous, on a des charges beaucoup plus faibles. Et aussi, c'est conçu pour, il n'y a pas vraiment de mot en français, mais c'est le vendor lock-in. Souvent, ce que les grands fournisseurs, en tout cas, font, c'est qu'une fois qu'on est sur la plateforme, en fait, c'est extrêmement dur de partir. Et par exemple, Google, Amazon, en 2 ans, je crois que ça a augmenté de 23% juste le prix. En fait, tout le monde paye parce qu'ils ne peuvent pas partir. Donc, c'est des solutions qui sont moins chères. Et c'est aussi un côté positif de la circularité, c'est que c'est même moins cher à produire. Le système de refroidissement, la production nous a coûté 5 000 euros. 5 000. Et quand on parlait à des compétiteurs, ils vendaient ça entre 80 et 100 000 euros pour la même utilisation. Il y a différentes choses à faire là-dessus. J'ai une question sur les machines, c'est-à-dire qu'on va immerger des machines standards une spéciale. La question c'est est-ce qu'il faut racheter des machines? C'est mes machines à moi existantes, le matériel est trop vieux et en acheter. Et la question c'est quel type d'huile en fait c'est? Alors pour les machines, donc ça ce serait plutôt pour tout ce qui est dédié. C'est compatible avec n'importe quel serveur. Il faut juste donc les préparer, donc enlever les petits ventilos. Parfois il va y avoir une petite alarme parce qu'il n'y a pas de ventilateur, donc il faut un peu bidouiller le BIOS. Mais sinon, ça marche. En fait, c'est une technologie de refroidissement qui existe depuis les années 70. C'est juste que ça n'a pas. Enfin, le refroidissement par air avait plus d'inertie, mais c'est une technologie qui est beaucoup plus efficace pour le refroidissement. Et la deuxième question, c'était. Quel type d'huile c'est? Ah oui, bah, du coup, c'est toute huile diélectrique. Il y a différentes. Donc, diélectrique, ça veut dire qu'il ne conduit pas l'électricité. Et donc, il y a toute une gamme d'huiles différentes, tant que ça ne conduit pas l'électricité. On peut prendre tout un serveur existant avec une centaine de racks et vous arrivez à avoir un sac qui soit étanche, tous les mettre sous cette huile. Il ne faut pas qu'il se sente étanche. Hein. C'est vraiment c'est plongé dedans. Quoi. Quand on enlève le serveur, il goûte. Les puces sont en contact direct avec l'huile. C'est ça qui permet de refroidir. Il y a vraiment. En fait, les serveurs, ils sont mieux dans une huile. Ça protège de la corrosion, ça attire, la chaleur est mieux extraite. C'est juste, voilà, on peut imaginer que dans un data center, quelque chose de sec, c'est plus facile à gérer. Donc c'est pour ça que Mais en plus, toute la durée de vie aussi est allongée, parce que ce qui casse souvent, je ne sais plus exactement les chiffres, mais je crois qu'entre 60 et 70% des pannes, c'est une pièce mécanique. Donc c'est un ventilateur qui tourne, parce que voilà, ça tourne, ça bouge. C'est rarement les autres composants. Au niveau des garanties constructeurs des serveurs, parce qu'ils sont très friands qu'on tire leur ventilateur et qu'on les plonge dans l'eau, dans l'huile. Comment ça se passe niveau garantie? Alors ça dépend des constructeurs. Ça commence à bouger. Il y en a beaucoup. Voilà, ça saute. Enfin, enlever les ventilateurs, on a le droit d'enlever et retirer, j'ai envie de dire. Une fois que c'est plongé dans l'huile, là, c'est perdu. Donc oui, ça va dépendre des constructeurs. Il y en a parce que du coup, il y a de plus en plus d'entreprises qui poussent vers cette technique de refroidissement pour tous ces avantages environnementaux. Donc il y a des constructeurs qui commencent à accepter ça sur certains modèles, mais pas tous. Voilà, pour tous les modèles où en fait la garantie est passée, de toute façon, il n'y a pas de problème. Une dernière question. Quelle est la taille type des bâtiments que vous visez? Je ne sais pas, c'est des tours de 100 appartements, plus petits, plus grands? Là, on est dans un bâtiment de 160 appartements. Et donc, il n'y a pas vraiment de taille type encore définie. Il faut simplement que nous, on fait du préchauffage d'eau chaude. Donc, il faut que même en été, le volume garantisse le refroidissement des serveurs. Et donc, nous, voilà, on a les données historiques du bâtiment. On estime, enfin, sur base de la puissance IT qu'on installe, on sait si le bâtiment est éligible ou pas. Oui, donc vous adaptez la puissance du data center à la taille du bâtiment. C'est ça, sans aller trop petit, étant donné qu'il y a quand même un coût d'entrée. Le principal, ça reste la fibre.
Et donc voilà, ça on peut moduler comme ça. Et donc ça, le système, son avantage aussi, il est très modulaire. Donc on peut mettre une première unité et grandir sur site sans faire vraiment de travaux. C'est juste venir rajouter un rack supplémentaire en fait. Juste poser une dernière question. Aujourd'hui, vos enjeux, c'est quoi? C'est de trouver des bâtiments pour installer ça, ou c'est trouver des clients qui vont hoster des sites? Notre enjeu, les bâtiments, ça c'est comme le win-win est assez positif, c'est pas vraiment une difficulté. C'est plus entrer dans un marché très consolidé. Donc le cloud, c'est les géants qui dominent essentiellement. Et donc même si beaucoup trouvent ça super, c'est plus difficile de faire la migration. Donc l'enjeu, c'est de trouver une porte d'entrée plus à l'échelle, encourager les entreprises à migrer au-delà de celles qui sont hyper convaincues par l'importance en fait de changer le modèle actuel. Et très bien. Merci beaucoup. Merci. Cyprien de Barros qui va venir nous présenter. On va encore parler de data center. Voici un data center low-tech. Voilà, bonjour à tous, je m'appelle Cyprien, je suis fondateur de l'entreprise Dimeritium. Dimeritium, c'est une entreprise que j'ai lancée il y a presque 2 ans. Il y a 2 ans en fait, j'ai fêté mon anniversaire il n'y a pas longtemps, et tout seul. Pour Dimeritium, tout seul. Attendez, il y a du nouveau. Le nom d'Imeritium en fait provient d'un univers de fantasy qui s'appelle The Witcher. Si vous ne connaissez pas, c'est formidable, jouer aux jeux vidéo, il est incroyable. Et le Dimeritium en fait est un objet, un matériau qui permet de diminuer la puissance magique des sorciers. Et ici, en l'occurrence, la puissance magique qu'on veut diminuer, c'est les effets néfastes des gaz à effet de serre. Vous n'avez pas à être convaincu, je pense, sur la pertinence de la mission. Mais en fait, Dimeritium, ça a commencé comme simplement une société de conseil, au réfléchir à proposer des alternatives aux personnes, rédiger des rapports et essayer de voir si on pouvait faire changer les choses. Alors en fait, aujourd'hui, je vais vous demander de plus penser à Dimeritium. On va oublier le nom et l'objet magique. On va se pencher sur autre chose. Donc, est-ce que certains d'entre vous sont familiers avec ce concept-ci qui s'appelle l'enchitification? Est-ce que vous l'avez déjà vu quelque part? Vous le traduire en français si vous voulez, on appelle ça la merdification. C'est un concept qui a été introduit par Cory Doctorow, qui est un journaliste tech anglophone. Le mot est rentré dans le dictionnaire anglais d'ailleurs, enchitification, et qui parle en fait de la lente et longue déliquescence des plateformes du numérique. Et comme vous le savez, aujourd'hui, tout est numérique. Louis a fait un excellent exposé sur la situation. Sans numérique, on ne fonctionne plus et le numérique est trusté par des monopoles qu'on ne contrôle pas et on est généralement esclave de tout un tas de qu'on appelait les GAFAM avant et qui ont un peu changé de nom aux US. On en appelle souvent les Magnificent Seven. Ça, c'est le nom qu'on donne pour les stocks américains qui valent très très cher, qui sont en pleine bulle spéculative et qui construisent tout un tas de centres de données qui ne respectent pas les engagements qui avaient été indiqués. Je renvoie la balle à Louis qui a effectivement montré qu'on n'allait pas dans la bonne direction. En fait, on est un peu pieds et poings liés à tout un tas d'acteurs du numérique quand on travaille, même en Europe. On est soumis à des directives comme le Cloud Act américain qui fait que si jamais les Américains décident d'aller regarder dans les centres de données en Europe, GDPR ou pas GDPR, ils feront un peu ce qui leur chante et dans des situations géopolitiques complexes comme on vit maintenant, c'est pas très rassurant. Donc la souveraineté, c'est plus vraiment un concept théorique, il est quand même bien réel. Dans tout ça, évidemment,
ces entreprises-là, elles sont pas là pour notre bien, malheureusement. Elles l'étaient. La théorie de la justification, c'est que vous avez des services formidables. On a tous adoré, enfin, j'ai adoré Snapchat à l'époque. On a utilisé Facebook, on a utilisé Instagram, on a utilisé TikTok, on a utilisé Twitter, qui est devenu X. Et tout ça a commencé à devenir, vous voyez, de plus en plus lourd, de plus en plus cher, de plus en plus polluant et de moins en moins contrôlable. On galère en Europe. Et donc, on dit souvent qu'elles sont too big to fail parce qu'elles ont acquis un monopole. Elles sont too big to jail parce que ces entreprises-là du numérique ont un revenu qui dépasse le PIB de certains pays et sont des entités supranationales à elles toutes seules. Et elles sont simplement too big to care parce qu'en réalité, quand on a des valeurs, on ne les abandonne pas en cours de route normalement. Donc, quand on dit qu'on veut faire du bas carbone, qu'on essaye de faire du neutre en carbone, c'est pas pour l'abandonner parce qu'on a une bulle sur l'IA générative. Donc, dans tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que finalement, je vous renvoie au rapport du Shift Project qui a été publié il y a quelques jours et que Constance, je pense, introduira aujourd'hui, qui dit simplement que avec les dynamiques et tendances, on va avoir une multiplication par 3 en 2023 de la consommation électrique. Vous voyez que tout ça n'a absolument aucun sens. 3 fois, c'est gigantesque, c'est pas du tout la direction dans laquelle il faut aller. Rien de tout ça n'est normal. Bon, je ne vais pas non plus déprimer tout le monde. Il y a quand même une petite lueur d'espoir, une petite lumière. C'est que le Shift Project, donc ce grand think tank français qui parle de la décarbonation de l'économie française, européenne et du monde, c'est un sacré programme, dit simplement que si on veut respecter des objectifs ou être plus conscient de son empreinte, il faut faire 2 choses. Il faut décarboner son électricité et réduire l'empreinte carbone de la fabrication. Il n'y a pas 36 000 autres options. Tout ça introduit un concept qu'on n'aime pas toujours, qui est la sobriété et le fait de faire un peu moins qu'avant. Alors, le problème, c'est qu'on voit ça et on se dit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen de bâtir autrement les temples du numérique auxquels on est forcé de participer, puisque sans numérique, aujourd'hui, on ne vit plus? Alors, on pourrait très bien se tourner les pouces, mais comme dit Albert Camus dans un fabuleux bouquin, la vraie générosité envers l'avenir consiste à tout donner au présent, donc il faut faire quelque chose maintenant. Alors, un jour, avec quelqu'un avec qui je discutais, un peu trop tard, on s'est dit, si on avait une idée un peu folle, qui serait de se dire, il y a plein d'ordinateurs qui ne sont pas très utilisés, ou qui sont mis au rebut, ou qui sont rejetés, qui sont même pas mis à l'adoption parce qu'ils finissent généralement dans des grands bacs à recyclage. Lui-même est très énergivore. Et on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe si on prenait ces ordinateurs-là, ces vieux ordinateurs, et si on leur donnait des fonctions de serveur, puisqu'un ordinateur est capable de fonctionner comme un serveur, un ordinateur classique. Alors vous pourrez vous dire, c'est des vieux trucs qui ne vont pas fonctionner. Quand vous prenez un ordinateur de 2017, alors ça fait 8 ans, 2017, je sais que ça fait 3 ans dans mon esprit, mais ça fait bien 8 ans. Quand on regarde un peu quand même ce qu'on a fait comme progrès avec la loi de Moore, vous avez 8 millions de fois la puissance, théorique évidemment, parce que c'est pas, du temps s'est écoulé, mais il y a 8 millions de fois la puissance de ce qui a fait allunir l'homme. Il y a 9 fois la puissance de Deep Blue qui a battu Garry Kasparov aux échecs fin des années 90. Et pour ceux qui jouent un peu aux jeux vidéo, vous pouvez faire tourner en simultané 20 sessions Minecraft sur un ordinateur portable de 2017, comme vous voyez ici, qui consomme 15 watts, c'est pas énorme, c'est quelques ampoules LED, et qui, ça c'est très rigolo, à l'époque, il y a 8 ans c'était à l'époque, la mémoire vive que vous pouviez avoir sur cet ordinateur-là était tout à fait similaire à ce que vous pouvez acheter à côté à l'Apple Store avec un MacBook Pro 9. Donc, il y a un mythe intéressant sur la course sans fin du progrès technologique des transistors et de la puissance informatique. Je ne dirais pas que la loi de Moore est entièrement morte. Vous savez, le fait que le nombre de transistors double tous les 18 mois dans un chip donné, mais on assiste quand même à une boulimie infernale de l'informatique, puisque on fait toujours plus avec toujours plus de plus gros composants. Donc ça, c'est pas mal parce que ça veut dire qu'un vieil ordinateur, amorti depuis quand même pas mal d'années, pourrait potentiellement faire quelque chose.
Alors, le problème, c'est que quand vous voulez construire une alternative, il vous faut une suite logicielle quand même solide. On est en 2025, ça c'est une bonne nouvelle. Le monde de l'open source a changé. Les libristes, comme on les appelle maintenant, sont beaucoup plus légion qu'avant. Il y a beaucoup plus de projets qu'on peut empiler les uns avec les autres. Genre, j'ai fait un peu de name dropping ici, de solutions que Spoiler utilise, mais tout ceci fait que quand vous empilez des briques qui proviennent du milieu open source, vous trouvez quelque chose de pas mal. Pour vous donner un exemple, je ne sais pas si vous connaissez VMware, qui est cette solution qui a été rachetée par Broadcom, qui fait maintenant d'ailleurs partie des plus grosses capitalisations américaines. Eh bien, il y a des Allemands très malins qui ont créé ce qui s'appelle Proxmox, qui est un concurrent open source à VMware. Et il y a plein de gens qui migrent de VMware vers Proxmox. Il y a un mouvement, en fait. Le mouvement de l'open source, il est plus grand parce qu'on commence à se rendre compte que il y a quelque chose qui sent pas bon. Quand votre PC sous Windows 10, on vous dit qu'il expire, alors que vous êtes très content avec, et vous n'avez pas de problème, que vous pouvez jouer à vos jeux vidéo, faire des mails, même éventuellement avoir votre propre modèle d'IA génératif dessus, quand on vous dit, bah non, on arrive en fin de vie, il faudrait changer, là, on commence à se poser des questions. Donc ça c'est un deuxième élément intéressant. Et le troisième, c'est que, est-ce qu'aujourd'hui, on est capable de, si on veut faire 10 prototypes, est-ce qu'on est capable de faire des pièces modulaires, comme ça, de notre côté, avec une petite équipe, qu'on ne doit pas refaire un Google? La réponse, c'est oui, en fait. Aujourd'hui, on a des solutions d'impression 3D à base de plastique recyclé pour certains composants qui permettent de prototyper ce genre de petit endroit. Et la dernière chose, on a parlé d'électricité, est-ce qu'on est capable, ici à Bruxelles, d'avoir de l'électricité aussi décarbonée que possible, que ce soit du nucléaire, de l'éolien ou du solaire? Eh ben, c'est chouette parce qu'à Bruxelles, il y a un incubateur qui s'appelle Greenbees et qui dispose de panneaux solaires qui génèrent environ 203 mégawattheures par an et qui permettent d'héberger des entreprises durables. Et donc, on s'est dit, bon, ben, je pense qu'il est temps de reprendre le contrôle sur le destin numérique, pas seulement de Bruxelles ni de la Belgique, mais de l'Europe. Et ça, on s'est dit que c'était un peu notre lumière au bout du tunnel dans tout ce qui avait de sombre. Et donc, pourquoi je vous demande d'un peu d'oublier le projet d'Imeritium de base? C'est parce qu'aujourd'hui, je ne viens pas vous présenter d'Imeritium, je viens vous présenter un centre de données qui s'appelle Sunflower. Et ça, c'est notre magnum opus de toute l'équipe qui nous écoute à l'heure où je vous parle. Et le but de Sunflower, c'est de faire un centre de données autrement et de ne pas participer à la merdification du numérique qu'on aime bien, qui nous permet d'échanger, de travailler, vous voyez, il y a tout derrière. Alors, ça, c'est-à-dire que il y a quand même des gens derrière qui sont là, voilà, ils vous entendent, ici. Et bon, cette image a été prise au moment, plus ou moins, où on a réussi à faire tourner notre solution de visioconférence qui sort un peu des sentiers battus. Alors, avec toutes les briques que je vous ai montrées, on a commencé à décider, on a commencé à bâtir ce petit temple. Vous voyez, on a commencé à dire, est-ce qu'on peut faire nos propres pièces? Est-ce qu'on peut voir un peu, est-ce que ce qu'on fait ici pourrait être utilisable ailleurs? Est-ce qu'on est capable de s'installer dans cet incubateur Greenbees? Oui, aussi. On reprend aussi des vieilles armoires serveurs. Alors, hasard de l'histoire, on a pu récupérer une ancienne armoire à serveur Sun Microsystems, et le nom Sunflower ne vient pas de là. Et en fait, on crée finalement un atelier de résurrection d'ordinateurs qui permettent de prolonger drastiquement la durée des ordinateurs pour les raisons que je vous ai évoquées. Et en fait, le but, il est simple. On veut offrir un cloud qui est souverain, circulaire et bas carbone, comme ce que Louis a présenté tout à l'heure. C'est ça, en fait, le nœud du problème. L'informatique nous permet de grandes libertés. Et il faut les saisir. Donc, c'est ce qu'on fait. Ce que j'aime bien dire, c'est qu'en réalité, on recrée un peu un sarcophage pour l'ère moderne. Et donc, ce qu'on fait, c'est un peu une sorte de pyramide, qui ne ressemble pas à une pyramide, c'est plutôt une armoire Ikea, de manière à se dire que quand vous avez du déchet électronique potentiel, vous pouvez vous en servir pour faire quelque chose qui va quand même faire grimacer des gens avec qui on n'est plus forcément très potes, qui nous montent les coups, qui nous veulent nos données, et qui, en plus de ça, n'ont que faire de nos revendications.
Alors bon, pourquoi faire tout ça? À nouveau, qu'est-ce qu'on fait avec un serveur qui envoie des données à droite à gauche? Eh bien, on s'est dit, on va créer nos propres petits stacks logiciels. Alors évidemment, on se base beaucoup, on est une petite équipe, on se base beaucoup sur l'open source pour ça. Et donc, on ne s'approprie pas du tout du code open source, c'est juste qu'on implémente des choses et on propose de l'hébergement de différents services. Alors pourquoi pas se dire que, à nouveau, comme Louis, pourquoi ne pas proposer de l'hébergement web et vous sortir un peu d'AWS? Notre site internet est hébergé chez nous, sur un ordinateur d'il y a longtemps. Il était censé être mort, mais il ne l'est pas. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut faire aussi des espaces de travail. Donc ici, on discute sur une solution de chat et de visioconférence qui utilise un protocole complètement open source et se dire que finalement, c'était quand même pas si mal quand on n'avait pas Teams qui était quand même très lourd. Et ici, on réfléchissait aussi à comment est-ce qu'on peut remplacer des solutions de visioconférence. Et donc tout ça, c'est se dire, on va d'abord bâtir, on va faire une politique de l'offre. On va bâtir quelque chose que les gens ont envie de rejoindre. On veut évidemment, au niveau des coûts, c'est clair, on veut être compétitif. On veut pas, on n'a pas les économies d'échelle, évidemment, des GAFAM, mais on veut rester compétitif et on veut montrer que cette voie-là, elle est possible, en fait. Et peut-être qu'un jour, si tout va bien, vous verrez des petits tournesols apparaître pour remplacer certaines applications ou simplement aider à remplacer des applications avec lesquelles vous n'êtes plus d'accord. Si on utilise WhatsApp, et maintenant, de plus en plus, les messages sont scannés par l'IA générative de Meta, et donc ça devient quand même un peu moins sympa à utiliser. Et donc tout ça, on a commencé à le bâtir depuis plus ou moins janvier de cette année, jusqu'au moment où je vous ai parlé des Magnificent 7 au début. Et là, on a les Magnificent 5. C'est notre première présentation durant le Green Tech Forum. Dont on était très fiers. On montrait notre petit rack modulaire imprimé en 3D à base de plastique recyclé. Mais comme vous le voyez, on est en train de s'établir vraiment au sein de Greenpeace. On est en train d'améliorer notre processus de reconditionnement, de notre réseau, notre stack, notre redondance. Il y a du travail à faire. Mais le but, c'est pas que ce soit que à Bruxelles. Parce que si vous y réfléchissez bien, chaque endroit qui dispose d'une énergie plus ou moins bas carbone et de déchets électroniques, en sachant que les ordinateurs sont standardisés à travers la planète, ils viennent tous du même endroit, pourquoi pas nous ouvrir un centre avec des déchets électroniques à Cracovie? Pourquoi ne pas le faire à Paris? Je suis français, donc ça tombe bien, je retrouverai dans ma ville natale. Pourquoi pas aux Pays-Bas aussi? Amsterdam a aussi tout un tas de déchets électroniques. Et en fait, à ce train-là, finalement, pourquoi ne pas faire planter des tournesols à droite à gauche, de manière à recréer une forme de souveraineté. C'est un peu utopiste, vous en conviendrez, mais c'est quand même possible, parce que on l'a prouvé avec notre prototype, on peut faire ça. Et donc ça, c'est ça le projet Sunflower, c'est reprendre ces machines, décarboner un maximum son utilisation, étendre la durée de vie des ordinateurs et, en fin de compte, offrir une alternative. Alors, parfois, on se dit, ces machines, elles sont pas très puissantes. Les vieux ordinateurs sont pas up to the task des tâches les plus modernes. Alors, pour aujourd'hui, on vous a préparé un truc très spécial. Parce que, vous savez, chez Apple ou autre, on aime bien les petites surprises de fin de présentation. Il y a quand même moyen encore de se hyper avec la technologie aujourd'hui. Je ne suis pas anti-tech, vous voyez à ma tête, je pense. On aime profondément cette technologie et on ne pardonne pas vraiment à ce qu'on est en train de faire à l'ordinateur, qui est une invention merveilleuse et qui est finalement le pétrole du 21e siècle. Et donc, on parle tout le temps d'IA générative, tout le temps, tout le temps, tout le temps. On ne dit pas forcément que ça va rapporter beaucoup d'argent, mais on sait qu'on va construire des centres. Vous connaissez ce logo probablement par cœur, tout le monde a utilisé ChatGPT au moins une fois, je pense. Il y a 800 millions d'utilisateurs hebdomadaires, parfois pour des raisons un peu obscures. Mais en fin de compte, l'IA générative a des avantages en termes de miroir. Vous savez, ça peut être un partenaire parfois de temps en temps de conversation pour raison gardée. C'est pas à rejeter entièrement. Et donc, pour pas rejeter ça entièrement et penser un peu autrement, on vous propose en fait une solution qui fonctionne sans aucune carte graphique. Toute l'inférence est faite par le processeur lui-même sur un vieil ordinateur. On l'appelait Sunflower Chat parce qu'on est très originaux. Ce que je vous propose, c'est en fait de l'essayer, puisque
vous pouvez scanner ce code QR, vous retrouvez sur la page. Alors, soyez gentil avec la machine, il n'y en a qu'une qui fait tourner ça. Donc, si vous avez une file d'attente, c'est normal, il y a un vieil ordinateur qui cravache pour vous. Mais en fait, c'est un essai pour vous dire que c'est pas infaisable. Quand on optimise bien la technologie, on lui donne une raison d'être où on fait attention à son usage, on n'a pas besoin de faire la course à l'optimisation ou à grandir. On peut toujours fournir des services, mais de manière plus raisonnée. Voilà. Et donc, aujourd'hui, ce qu'on officialise avec notre équipe, c'est un peu l'occasion de marquer le coup. C'est après des longs mois de travail, c'est de proposer en fait, ben voilà, Sunflower. On pense que c'est le numérique qui ne se fane pas. Je suis ouvert à toutes vos questions. Mon équipe pourra répondre aussi, elle vous entend et voilà. Oui. Bonjour, merci pour la présentation. Vous parlez du centre de données que vous avez installé chez Enbiz. Est-ce qu'il y a une volonté d'étendre ça et permettre par exemple à des clients de livrer les racks, de fournir les stacks avec leurs propres vieilles machines, qui puissent eux-mêmes installer en fait un stack dans leur infrastructure? Alors, une des premières taglines du projet, c'était votre ancien PC devient votre nouveau serveur, parce qu'on en est capable. Aujourd'hui, en fait, notre demande pour vous, c'est que on est très flexible sur la manière dont ça avance. On construit de l'expertise et tant qu'en fait on arrive à réduire le footprint et à augmenter la durée de vie des ordinateurs, on est partant. Donc aujourd'hui, par exemple, pour se procurer des machines, on est en train de faire un partenariat avec un recycleur qui reprend des machines de l'État et qui soit les revend quand elles sont encore en bon état, soit les envoie à la casse. Et donc on lui propose de reprendre ces machines. Donc oui, ce serait possible, en fait. Ce serait tout à fait possible. Oui. Demandez à votre là. Oh, attendez, juste une chose. Il y a une session pour tout le monde, donc tout le monde voit ce que vous faites. Donc faites attention. J'aurais dû préciser ça avant. Tout le monde a le même login. Donc c'est anonyme, mais voilà. J'ai demandé à votre solution, wat kost deze oplossing? Et la réponse est gratis. C'est sûr que, où est-ce que tu te gratis, tu viens de ma chez nous. J'arrive demain tant qu'il y a du café. Et puis là, en ce moment, là, c'est gratuit. Je ne vous facturerai pas pour la démo. Aujourd'hui, c'était une vraie question, je pense. On est en train de mettre en place, on est en train de finaliser notre recherche-développement. On commence à être ouvert maintenant aux propositions et à réfléchir à co-créer des projets. On sait que ça prend du temps. On n'a pas une offre tout de suite là à vous donner. On a un éventail de solutions potentielles et on aimerait savoir sur quel projet pilote on pourrait juste lancer quelque chose pour tester en fait notre infrastructure, tester un peu la pertinence du projet. Ce sera à terme évidemment pas forcément gratuit, pas forcément trop non plus. J'ai une question super pratique. Où est-ce que vous récupérez les machines, enfin, les ordinateurs? Donc en fait, on est en train de faire un partenariat avec un recycleur. Et alors, pour l'instant, en tant que bonne startup qui démarre dans un garage, on a des machines proches de connaissances. On commence à avoir des ASBL ou des administrations qui nous disent « Ah, j'ai peut-être des machines pour toi ». Donc le procurement des machines est très important. Là, on en avait suffisamment pour faire nos tests. Mais là, on a enfin un entrepôt de 120 mètres carrés dans lequel on peut recueillir beaucoup plus de machines. Faire l'audit aussi, puisqu'on récupère des machines, mais vous savez bien, il y a un moment où le gain, à partir en dessous d'une certaine année, vous dépensez beaucoup d'électricité pour pas non plus un retour fou, quoi. Plus ou moins à partir de 2011, des machines, idéalement. Moi, c'était aussi la même question sur l'efficacité énergétique, effectivement, parce que c'est ça le jeu des serveurs, c'est qu'on va les remplacer. Enfin, en proportion, généralement, c'est plutôt la phase d'usage, donc c'est plutôt l'efficacité énergétique. Est-ce que du coup, si tu récupères tout type d'hardware, plus ou moins des laptops, de ce que je comprends, est-ce qu'il y a des matériels qui est privilégié parce que historiquement, il a une meilleure efficacité énergétique? Comment ça se...
Alors ça, c'est une question qui est très vaste, simplement parce que moi, j'ai une réponse toute faite dans ma tête, c'est que là, la machine avec laquelle vous êtes en train de parler, c'est une machine, en fait, comme je vous ai dit, de 2017, fin 2017. C'est l'époque où Intel avait réussi à faire un gain énergétique assez important. Ça avait été un grand saut en avant. On a tout de même cette envie, donc au-delà de l'utilisation des machines, parce qu'on est conscient que des machines peuvent consommer un peu plus parce qu'elles sont un peu plus vieilles. Mais bon, il y a tout le problème de l'extraction qu'on veut essayer de couper, et aussi l'approvisionnement des machines elles-mêmes pour pas remettre une pièce dans la machine de tout le circuit du neuf. Donc là, nos diagnostics nous ont mené à nous rendre compte qu'avant 2011, c'est pas incroyable, mais à partir de 2011, ça devient vraiment bon, en fait, en termes de... Et comme je disais tout à l'heure, en fait aussi, si on se concentre sur la RAM, par exemple, et ben on peut très bien rajouter suffisamment de RAM à une machine de 2010 pour que ça remonte à 16 Go, par exemple. Et avec ça, on a quand même une machine très très solide pour un prix modique et qui concurrence des machines quasiment neuves en termes de RAM. Mais tu avais une question en plus Oui, il y avait moyen de complexifier d'ailleurs plus loin, mais ça va être un peu. Ça sera pour une autre fois. Donc Ce sera à la pause. Ouais. On a le temps pour une toute dernière question. Oui, pourquoi vous vous occupez pourquoi est-ce que vous ne seriez pas de recycler carrément des serveurs? Ce serait beaucoup plus efficient. Alors, c'est prévu pour, si c'est pas pour utiliser un petit PC pour une utilisation normale, mais pour des flux, c'est mieux d'utiliser un serveur. Alors, quand vous faites ça, vous omettez le fait que vous avez quand même du déchet électronique avec les laptops, puisqu'ils sont là, c'est des chaînes. Et vous avez un truc qui est assez rigolo avec les laptops, du coup, c'est que vous augmentez le nombre de machines que vous avez en physique. Donc, techniquement, vous pouvez vous dire que vous augmentez aussi la redondance physique des machines. Ça, c'est assez intéressant. On explore aussi les serveurs eux-mêmes, mais en fait, on est très, très surpris de la performance des laptops. C'est vraiment assez effarant ce que vous avez comme performance par watt. Mais à terme, le but est de se dire, on a une machine, laptop, serveur, desktop, est-ce que ça a du sens de la remettre en circulation dans un centre de données au lieu de l'envoyer au recyclage, quoi? Est-ce que son centre d'esprit peut encore fonctionner avant de finir inévitablement à la benne? Et ça, c'est pour le compute, mais pour tout ce qui est stockage, il y a aussi les disques durs des laptops ou des disques durs. Alors, dans le processus de reconditionnement, soit l'ordinateur vient avec son propre système de stockage, soit on peut prendre des systèmes de stockage en plus. Donc, vous faites un peu des opérations de chirurgie sur le laptop. Ça dépend. Ça va dépendre de la veille du jour. Merci beaucoup. Si vous avez d'autres questions pour Cyprien, n'hésitez pas à venir à la pause. Moi, j'ai demandé à Sunflower Chat de me faire un poème sur Sunflower. Je vous propose de vous le partager. Dans le soleil, tu te dresses. Tourne ton visage, tu es heureux. Tu es heureux. Un rayon de joie, un regard doré. Sunflower, tu es magnifique et fort. Et bien maintenant, on va passer à la troisième projet, troisième startup, Citronix avec Jean Brieuc. Tout le monde. On va encore parler économie circulaire, mais plus de serveurs, mais plutôt de smartphones ici. Et donc, première question. Qui parmi vous a un vieux smartphone qui dort dans une de ses armoires ou dans un de ses vieux tiroirs chez soi? Chez lui. Moi de même, mais imaginez un petit peu qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ce smartphone et les composants qui sont dedans. Et si on pouvait les transformer en gestionnaire de flotte de cargo bike, par exemple, de vélo cargo pour savoir où ils sont en ville pour faire du last mile delivery, aller vous déposer vos colis de la poste en vélo, etc. Et qu'on utilise des composants de smartphone pour faire ça. Ou alors en faire des routeurs Internet circulaires qui vous fournissent un point d'accès Wi-Fi dans votre maison en transformant les signaux téléphoniques en accès Wi-Fi. Ou encore gérer un réseau de chaleur et des machines, des pompes à chaleur, des pompes, tous des systèmes industriels
avec des composants de smartphone, des processeurs, des mémoires, des modems, etc. Eh bien, c'est ce que fait Citronix. Donc, on a développé des gestionnaires de flotte de vélo cargo avec Bilmo ici à Bruxelles. On a développé des routeurs Internet circulaires avec Deutsche Telekom qu'on a été présenté à Mobile World Congress plus tôt cette année. Et on a développé aussi des gestionnaires de réseaux de chaleur ou de systèmes thermiques industriels avec Carnot, qui est un constructeur de réseaux de chaleur belge. Et donc, c'est quoi le concept? On développe des boîtes comme ça, ou en tout cas la technologie qu'il y a dans des boîtiers comme celui-ci. Ça ressemble à un petit Raspberry Pi pour ceux qui connaissent, un ordinateur embarqué comme on appelle ça. Et la spécificité, c'est que dans cette boîte qui a des ports Ethernet, de l'USB-C, de l'Ethernet et du Wi-Fi, de la 4G, du GPS et tout ça, ben à l'intérieur, on a une carte électronique et dessus est fixée une carte mère de smartphone. Qui a été reprogrammée, testée et traitée de manière industrielle pour s'assurer qu'elle puisse être réutilisée. Et donc, en gros, cette carte mère, elle est ici. C'est la carte noire sur la carte verte. Vous pourrez voir après. Elle vient d'un vieux smartphone, ici, des smartphones qui se démontent facilement. On en a 10 000 en stock, plus 20 000 de la génération suivante. Et donc, c'est notre concept, c'est de faire de l'électronique circulaire et donc de transformer des vieux smartphones en ordinateurs embarqués ou en micro-ordinateurs pour fournir des services d'Internet des objets ou de edge computing, comme on appelle ça. Donc, capter de la donnée, la processer, l'envoyer dans le cloud ou recevoir des données du cloud et donner une plus-value ou contrôler, contrôler des applications localement, quoi. Vous avez plus de détails ici sur le processus. Donc ici, on voit un Fairphone 2. Donc c'est un smartphone de 2015. C'est les premiers téléphones sur lesquels on a commencé à travailler, qui sont démontés. Donc on est sur des procédés industriels parce que on doit viser du volume pour amortir des coûts d'ingénierie qui sont assez élevés. Où donc on extrait la carte mère qui est cette carte noire sur laquelle se trouvent tous les processeurs, les mémoires et les modems qui sont des composants qui ont beau avoir 10 ans mais qui sont encore vendus neufs à performance équivalente aujourd'hui et qui normalement devraient avoir été broyés dans un processus de recyclage. Ces composants, ils sont polluants à produire, impossibles à recycler. L'approvisionnement, il n'est pas garanti. On l'a vu pendant le Covid où des chaînes de production automobile étaient à l'arrêt parce qu'on n'avait plus de circuits électroniques qui arrivaient d'Asie. Et voilà, donc ces composants qui ont une autre vie qui les attendent. Et puis, on voit toutes ces fonctionnalités qui sont à l'intérieur d'un smartphone, qui peuvent être en fait par reprogrammation. Un processeur, ça ne fait rien de base, ça dépend du programme qu'on va lui donner et qui va commencer à avoir une plus-value et qui va jouer un rôle. Et ben, en reprogrammant et en réintégrant cette carte mère sur une autre carte, et ben, on va arriver à ressusciter électriquement cette carte mère de smartphone de manière à lui faire croire qu'elle est dans un smartphone et puis faire rentrer des données via des ports de communication standardisés, l'USB et l'Ethernet qu'on connaît tous, et donc on arrive à faire rentrer toutes les données via ces ports. Autre détail, c'est le fait que, comme je l'ai dit rapidement, c'est reprogrammé. Donc, on a effacé l'operating system qui se trouve dessus. On a régénéré un Linux embarqué, une version à jour de Linux. Donc, c'est-à-dire qu'on récupère toutes les mises à jour et on n'a pas de problème de sécurité avec ces systèmes-là. Donc, à réinstaller un nouvel operating system qui est à jour et moderne, de manière à pouvoir faire du développement et déployer tout type de stack moderne, Python, Docker et autres, aux limites de calcul près, évidemment. Hein. Ça reste un circuit qui a 10 ans, donc entre-temps, il y a des circuits plus performants qui sont sortis de dernière génération. Donc, pour faire de l'IA embarqué, ça peut très bien fonctionner, mais pour plein d'autres tâches dont on n'a pas besoin de dernière génération, c'est tout à fait adéquat. L'intérêt étant que c'est moins cher
plus durable et souverain, puisque les smartphones viennent d'Europe, sont transformés en Europe et revalorisés en Europe. Donc, plus pragmatiquement, comment est-ce que Citronix fonctionne? On va gérer toute la chaîne de valeur de ce repurposing de smartphone. On va gérer le sourcing, la transformation, le tri des smartphones, identifier lesquels sont encore bons. Donc, on travaille depuis 3 ans avec l'UC Louvain sur des méthodes de test et de grading des composants pour pouvoir identifier et prédire le temps de vie restant des composants. On sait tous qu'il y a des téléphones qui sont très bien traités durant leur vie de téléphone, mais d'autres qui sont très mal traités, qui vont tomber, qui vont voir de l'eau, etc. Ceux-là, on est capable de les identifier par des mesures électriques, etc., des bandes test, plein de choses assez complexes, et puis envoyer les mauvais au recyclage pour de bon, et ceux qui ont encore une durée de vie restante potentielle vont être réintégrés ou repurposés. Donc il y a une étape de reprogrammation après le tri, de réintégration à cette carte électronique qu'on appelle une carte porteuse, et puis de placement dans un boîtier, et puis de support, fournir les mises à jour, etc. Pour être pragmatique, Citronix est un fournisseur de composants électroniques, donc ça veut dire qu'on se positionne au même niveau que Intel ou AMD ou des composants de circuits électroniques. On ne va pas développer les applications finales. On travaille avec des bureaux d'ingénierie électronique, software embarqué, etc., qui vont développer les produits finaux, qui vont développer les boîtiers qui intègrent nos composants à l'intérieur pour l'utilisation finale. D'un point de vue industriel, donc on a une chaîne d'extraction, un processus d'extraction en Wallonie, à Braine-l'Alleud, au village numéro 1, qui est une entreprise de travail adapté. Et donc, c'est là qu'on a 30 000 smartphones de stock, un processus qui est capable de traiter 400 smartphones par jour, et dans une grosse infrastructure où on a le potentiel de croître et de se déployer, puisque une des spécificités du monde de l'électronique, c'est que pour amortir les coûts d'ingénierie d'un design d'un nouveau produit, il faut du volume. Et donc, nos clients nous demandent à minima 10 000, des lots de 10 000 smartphones ou 10 000 pièces à être intégrés dans leurs produits. Et donc, on doit viser de tels volumes. D'un point de vue, aussi bien d'un point de vue viabilité économique pour nous que objectif de production et d'industrialisation de nos clients. Donc, notre business case, il est relativement simple. On récupère des vieux smartphones qui sont trop vieux, trop lents, trop cassés pour être utilisés comme smartphones. On en jette plus ou moins 200 millions par an en Europe. Ces smartphones, on les récupère via des partenariats stratégiques. Ça a commencé avec Fairphone initialement. C'est pour ça qu'on a commencé à travailler avec des Fairphone qui sont ces smartphones qui démontent facilement. Et donc, c'est déjà compétitif économiquement de travailler avec ces composants-là, puisqu'en quelques minutes, on sort la carte mère, mais on développe des partenariats avec tous les gros acteurs du reconditionnement de smartphones en Europe, Recommerce, CityDI, Foxway, etc. Donc, il y a quelques gros acteurs qui manipulent des millions de smartphones annuellement. Et ben, ces acteurs, c'est nos partenaires. On leur donne les modèles qu'on supporte et on leur rachète plus cher que ce que leur recycleur va leur racheter. Et donc, pour eux, ça les intéresse. C'est du win-win. Ils sont contents. Et grâce à Citronix, ces smartphones sont donc transférés vers d'autres applications via la puissance de la reprogrammation, et donc principalement le marché de l'IoT et du edge computing, comme on appelle ça, dans 3 segments: tout ce qui est smart city, donc équiper des flottes de vélos cargo, de véhicules, comme je disais, faire de l'acquisition de données ou de senseurs de température ou de conditions environnementales en ville. Partout, il y a besoin de données et de récupérer, de processer, d'automatiser. Même chose pour tout ce qui est smart building, optimiser la consommation des bâtiments, ou smart industry, automatiser des procédés industriels, connecter des machines à Internet pour pouvoir récupérer des données, faire de la maintenance prédictive, etc. Donc, trois grands segments.
Vous pouvez voir un peu ici plus en détail la partie zoomée qui est ce produit qui est notre kit de développement. Donc un kit de développement, ça sert à quoi? Ça sert, c'est un bac à sable d'ingénieurs. Donc on le vend aux ingénieurs comme un Raspberry Pi pour ceux qui connaissent. Ça va leur permettre de tester, évaluer notre technologie, développer un prototype pour le produit qu'ils veulent développer à base de notre technologie. Si les performances leur convient, ben alors on va leur fournir tous les codes sources, tous les plans de design électronique qui vont leur permettre de s'approprier le design, retirer ce dont ils n'ont pas besoin dans ce design-là, rajouter ce dont ils ont besoin et construire un boîtier, développer un boîtier autour de tout ça et puis arriver avec un produit final, un produit fini. Ils vont gérer la production de la carte de support et nous, on leur vend plus que la carte mère à la fin en centaines, milliers d'exemplaires avec évidemment une technologie qui permet de génériciser la carte mère puisque chaque smartphone a une carte mère qui a une forme spécifique et donc on a des cartes intermédiaires qui permettent de capter tous les signaux et les mettre sur des connecteurs standards. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, avec ces vieux smartphones? Globalement, il y a trois composants ou trois caractéristiques qui ont le plus de valeur dans un vieux smartphone. C'est son écran tactile, sa puissance de calcul et sa connectivité. Tout ça dans un système qui est assez basse consommation. Donc, ça va consommer quelques watts, entre 1 et 2 watts de consommation. Donc, ce qui permet de fonctionner en permanence sur une batterie et donc acquérir des données et les envoyer dans le cloud et donc après combiner ces capacités pour en développer différents types d'applications. Ça va de l'Internet des objets, capter des données et les envoyer sur Internet en passant par gérer du logging ou interagir avec un utilisateur comme on fait avec un écran tactile sur une machine, une interface homme-machine. Plus concrètement, les trois segments et secteurs sur lesquels on se concentre, qui sont donc Smart City, Smart Industry et Smart Building. On voit ici le cas dont je mentionnais, qui est le contrôleur qui a été développé pour Carnot pour gérer ses réseaux de chaleur. Le besoin de Carnot étant d'avoir un design hardware et software et pouvoir le configurer en fonction des différents réseaux de chaleur qu'il a. C'est une passerelle Internet industrielle donc qui va permettre de capter des données, se connecter à des pompes à chaleur, des inverteurs de panneaux solaires, etc. Et puis envoyer toutes les données de monitoring vers leur cloud afin qu'ils puissent monitorer les performances de leur réseau de chaleur à distance. Autre système, plus dans tout ce qui est smart building, c'est un système un peu similaire, mais pour du résidentiel. Ici, c'est avec Destor, qui est une entreprise qui développe des batteries thermiques. Donc, c'est un système qui permet de stocker de la chaleur dans des matériaux à changement de phase, donc qui vont devenir liquides ou solides en fonction de la température, et donc de stocker de la chaleur. On envoie de l'eau chaude, ça se liquéfie, on a besoin et ça permet de prendre une douche avec de l'énergie solaire, on va dire le soir. Donc en journée, les panneaux solaires tournent et produisent de l'eau chaude. Cette eau chaude est stockée dans cette batterie et le soir, quand il n'y a plus de soleil, on peut passer de l'eau froide, l'eau se réchauffe et ce qui permet d'avoir une meilleure efficacité énergétique et thermique dans le résidentiel. Et donc le contrôleur de cette batterie intègre de la technologie de Onyx. Dernier cas d'utilisation, Deutsche Telekom, pour qui on a développé un prototype de routeur Internet circulaire avec des performances en termes environnementaux, un gain de 50% des émissions de CO2 comparé à du conventionnel et une fois produit en masse. Donc, on démarre un projet avec le fournisseur de Deutsche Telekom qui est Sagemcom. Et les targets de prix, c'est à minima 20% moins cher que du conventionnel. Là, j'en ai parlé brièvement. L'intérêt, c'est que c'est moins cher, ça va plus vite à développer. Enfin, bref, c'est génial. Hein.
plus vite à développer parce qu'en gros, comme on utilise des stacks open source, comme mes collègues en ont parlé brièvement avant, les développeurs connaissent très bien tous ces environnements. Il y a énormément de building blocks et de code source ou de librairies qui sont disponibles et qui permettent de développer très rapidement des applications concrètes. Il y a aussi au niveau durabilité et branding où toutes les marques qui intègrent notre technologie promeuvent leurs produits comme étant le plus durable du marché ou leurs services comme étant le plus durable du marché parce qu'ils intègrent de l'électronique circulaire et puis aussi un avantage en termes d'approvisionnement chez nous, comparé à un approvisionnement de circuits asiatiques classiques. On est donc une équipe de 4 personnes aujourd'hui, ou 6 personnes en fait, 4 montrées ici, mais 2 qui ont été rajoutées entre-temps. On a toute un large panel de supports professionnels, des bureaux d'ingénierie, des bureaux de certification produits, des bureaux ou des partenaires industriels comme le village numéro 1 qui fournit les opérateurs qui font tourner notre ligne d'extraction. Et voilà, c'est... Alors Thierry me demandait rapidement d'expliquer un peu les directions et les objectifs de Citronix et les opportunités de collaboration. Alors nous, c'est assez clair, nos objectifs à terme, c'est de croître. La croissance, on aime bien ça. La croissance verte. Donc en gros, on doit augmenter le nombre de prototypes qui sont développés pour arriver à des productions industrielles de boîtiers intelligents. Donc, on doit augmenter nos capacités industrielles. Donc aujourd'hui, on a une capacité de 10 000 systèmes par an. D'ici à fin 2026, on veut passer à 100 000 systèmes. Donc, c'est automatiser une partie de notre ligne d'extraction, principalement. Supporter des nouveaux modèles de smartphones parce que Fairphone, c'est bien, c'est facile, mais ils n'en ont pas vendu assez qu'ils puissent nous fournir les volumes dont on a besoin. Et puis, améliorer notre sourcing. Donc, aujourd'hui, on a 30 000 smartphones de stock. On a pour objectif d'en avoir 300 000. Évidemment, après, ça, c'est cool. Donc, il y a d'avoir un stock roulant de 300 000 systèmes fin 2026. Et alors, des idées de collaboration avec la région bruxelloise, globalement, j'ai brainstormé un petit peu sur des idées. Il y a du potentiel au niveau éducation, apprendre à développer à des enfants, des jeunes ou à des ingénieurs de développer des produits, d'apprendre la programmation ou l'électronique sur base de plateformes d'électronique circulaire. Moi, je trouve ça cool. Ça m'aurait plu à l'époque d'apprendre à faire ça. Au niveau énergie et infrastructure, comme j'en ai parlé brièvement, on a déjà des projets dans tout ce qui est gestion de l'énergie, optimisation de la consommation énergétique, gestion de flotte de véhicules, distribution d'Internet, quid de Wi-Fi public. Ça fait longtemps que j'ai pas vu de Wi-Fi bruxellois, mais il paraît qu'il y a un réseau Wi-Fi public bruxellois. Why not faire des tests de déploiement de fournir ces réseaux Wi-Fi avec des routeurs Internet circulaires. Et puis au niveau équipement, je suis sûr que vous dites tous trop bien, on va leur filer nos vieux smartphones. Alors ouais, on a besoin de smartphones, on a surtout besoin de gens qui utilisent ces smartphones. On peut avoir 1 million de smartphones de stock s'il y a aucun produit et personne qui les utilise ou pas assez de personnes qui les utilisent, et on va juste être un lieu de stockage. Donc on a surtout besoin de use case, de gens qui passent le pas, qui sont prêts, qui ont la volonté d'intégrer des technologies comme ça dans leurs infrastructures ou dans leurs produits, plus que de gens qui nous donnent leur vieux smartphone.
Et puis, une opportunité de collaboration aussi avec la région de Amsterdam, qui nous ont contactés, sans doute via Fairphone, puisque Fairphone est basé à Amsterdam, et qui doivent avoir des besoins en termes de digitalisation, d'infrastructures, de numérique en région, en zone urbaine. Pourquoi pas une collab Bruxelles-Amsterdam. En plus, ils parlent flamand. Ik spreek ook very well. Ah, voilà, merci. Si vous avez des questions. C'est clair. Et n'hésitez pas à venir voir le hardware ici. Ouais, j'ai peut-être une question pour faire le lien avec ce qui a été présenté auparavant. Est-ce que vous avez déjà essayé de clusteriser cette carte? Oui. Du coup, ça permettrait de faire le lien et de faire des petits data centers aussi de récupérer du coup la question de la network, mais c'est effectivement, il y a le potentiel de faire des clusters de smartphones. L'idée étant de faire des trucs potentiellement plus basse consommation qu'un PC ou quoi. Mais aujourd'hui, en fait, là, on n'a pas trouvé de cas d'utilisation où l'avantage de clusteriser plusieurs CPU basse consommation avec des petits GPU permettait d'avoir, enfin, on n'a pas encore identifié de cas d'utilisation qui étaient intéressants. Il y a des potentiels de faire un petit peu d'inférence IA avec des GPU, mais en fait, au niveau smartphone et au niveau puissance de calcul embarqué, chaque génération est tellement de plus en plus puissante au niveau GPU que en fait, ça sert même il faut pas s'embêter à les clusteriser. On prend juste un smartphone plus récent, mais on a des performances qui sont juste à consommation. Évidemment, si on compare un PC portable et un serveur complet, c'est différent. Mais donc voilà, on a fait des tests d'inférence avec UC Louvain, mais pas de performance intéressante. Moi j'ai une question, vous êtes rentable aujourd'hui? Non. Alors on est supporté par, on a été biberonné au subside, ça fait 3 ans qu'on existe, biberonné au subside depuis le début parce que en fait c'est un projet qui est tellement incroyable entre guillemets que aucun investisseur en fait tant qu'on n'a pas une démonstration d'avoir un product market fit, donc d'avoir démontré des rentrées financières récurrentes et des partenariats avec des gros industriels qui sont là derrière, que aucun investisseur n'est prêt ou en tout cas c'est ma conviction, aucun investisseur ne serait prêt aujourd'hui à investir là-dedans, mais dans les prochains mois, on va démarrer la commercialisation de notre carte de développement de manière très large. Et là, normalement, en plus de projets de prototypage et de démarrage d'industrialisation, comme j'en parlais, avec Sagemcom, qui devrait habiller la mariée, on dirait. Et donc, en fait, on va avoir besoin pour développer les capacités de repurposing tel qu'on en parle, de potentiellement à terme de millions de smartphones. Il va falloir des investissements dans la partie industrialisation, mais avant d'être capable de capter ces investissements, il faut qu'on ait des chiffres de vente, de fiabilité, voilà, c'est sérieux, quoi. C'est quoi ton projet de rêve avec la région pour aider c'était un peu listé. Alors, je sais pas, il y a des gens de la STIB et d'Infrabel ici. Ouais, la STIB, il n'est pas là, mais on lui en parle. Hein. En fait, je pense qu'il y a... J'ai listé quelques idées de proof of concept de POC. Je suis pas j'ai
je manque de maîtrise des besoins numériques d'une région que pour dire ça, on le fait. Je pense qu'il faut arriver à trouver le cas où il y a un besoin, un intérêt, un besoin de numérisation de digital spécifique avec une des forces de notre projet, c'est le fait qu'il soit extrêmement communicable et facile à comprendre. C'est un vieux smartphone qui est transformé en un autre ordinateur. Et donc, ça doit être une application qui est visible ou que le citoyen peut comprendre et intégrer et se dire ah oui, c'est cool, c'est bien, et qu'il y voit les services numériques, mais qui est aussi l'aspect communicatif et de montrer que la région bruxelloise, en plus d'Immeritium et Sunflower, et les autres qui ont élèves aussi, ben, que c'est une région qui est innovante et prospère, et donc qui soit extrêmement communicant. Forcément un enjeu de volume, mais plutôt un projet en vue qui permette après d'aller voir d'autres industriels. Alors, dès qu'on parle d'objets connectés intelligents, il y a un moment, si on veut être sérieux, il faut parler volume. Parce qu'en fait, juste un POC, un proof of concept, un petit démonstrateur, oui, il est là, mais ça n'a pas d'impact et c'est pas viable économiquement. Donc, il faut des cas d'utilisation. Alors, il y a de la mutualisation, hein, mais les besoins de Bruxelles ne sont pas si spécifiques à d'autres régions, d'autres zones urbaines, d'autres produits. Donc, des passerelles Internet, où est-ce qu'il y a besoin de connectivité, de capter des données, de récupérer de la position GPS en temps réel de véhicules ou de biens. Voilà, c'est une des difficultés du projet, c'est que le potentiel est énorme. Qu'est-ce qu'on peut faire avec un ordinateur? On peut faire énormément de choses, mais il n'y a pas une niche qui est la plus évidente. Ça dépend à chaque fois de l'interlocuteur et du cas d'utilisation. Pas de réponse. Ou à brainstormer ensemble, quoi. Hein. C'est aussi une chose, je pense, que l'approche qu'on a et le message qu'on fait passer, c'est bien de montrer que c'est possible, techniquement c'est possible, économiquement on n'est pas encore capable de démontrer que on va arriver à un break-even en termes de volume, etc. Mais il y a malgré tout quelque chose à faire en termes d'éducation. Les ingénieurs, les gens qui travaillent dans ce monde-là, il faut que vous sachiez que c'est possible de le faire. Et après, si ça ne se fait pas, parce que personne n'a envie, voilà, on n'a pas la puissance de changer le monde. Mais à défaut, là, aujourd'hui, on a cette opportunité-là. On est incapable de pousser les cas d'utilisation tout seul. Il faut que des acteurs du numérique qui ont chacun leur cas d'utilisation et leurs besoins spécifiques puissent faire l'effort de se dire tiens, c'est différent, c'est original, le message nous parle, on y voit un intérêt, trouvons quelque chose à faire ensemble. Un peu comme Cyprien qui disait tout à l'heure qu'ils sont flexibles en termes ils n'ont pas une offre qui est noir sur blanc, mais c'est un peu la même chose pour nous aussi, quoi. Bien, je propose de clôturer là. Et voilà, juste un tout petit message après ces 3 présentations. Enfin, vous avez vu, c'est vraiment des projets vraiment intéressants qui sont au cœur de notre sujet du numérique responsable. On a la chance de les avoir en région de Bruxelles. Ça reste des petites barques fragiles, hein, même s'ils sont ultra motivés. Donc, la question, c'est comment nous, on peut les aider. Chacun à notre niveau, on doit représenter une dizaine d'administrations, même si la situation de la région est parfois un peu difficile. Voilà, comment nous, on peut les aider, comment on peut leur donner des informations, comment on peut transmettre ces infos à d'autres porteurs de projets pour que ces entreprises restent en région de Bruxelles. Deuxième partie de la session, et voilà, un petit débrief sur l'initiative numérique responsable et notamment le groupe de travail numéro 2 qui est en train de finaliser un référentiel light conception. Et Sébastien, qui est ambassadeur du T2, va nous faire cette présentation. Bonjour à tous. Donc,
Avec le groupe de travail 2, comme l'a dit Thierry, on a travaillé sur un référentiel d'éco-conception dont le but est de fournir à toutes les équipes en interne et en externe éventuellement dans un deuxième temps, un référentiel pour aider à éco-concevoir les projets. Et donc, on avait plusieurs objectifs. Donc, ce framework d'éco-conception, ainsi que des outils de mesure résultats, des formations, des sensibilisations. Et ici, on commence par le référentiel. Donc, ce qu'on a fait auparavant pour commencer tout ça, c'est qu'on a fait des projets pilotes. Donc, il y a eu 4 projets pilotes. My Permit Environnement, pour les demandes de permis d'environnement, le site de Bruxelles Environnement, j'ai oublié les 2. Test d'égalité des chances. Test d'égalité des chances. Et je sais pas, mais il y a un slide dessus. Ok, on y reviendra alors. Donc, on a eu plusieurs projets. ESWR. On a eu plusieurs projets donc, qui nous ont permis de nous rendre compte que ce n'était pas forcément facile avec les outils existants d'éco-concevoir. Et donc, on a eu cette volonté de créer ce référentiel. Ici, vous avez l'équipe qui a participé à ce projet. Le GT2 est plus large. Ici, on a mis uniquement les gens qui ont été actifs sur ce projet en particulier. Et donc, on retrouve plusieurs organisations. Donc, c'était cross-organisation. Plusieurs personnes ont participé au fil de la création. Notre base principale, c'était les référentiels existants, le GR491 et le RGESN. Donc, le GR491, c'est un référentiel pour l'INR. Donc, c'est une liste de critères et de règles et de conseils à appliquer pour éco-concevoir. Et le RGESN, c'est son pendant côté France. Donc, ça a été fait par des organismes publics en France qui se basent un peu sur le RGESN et qui l'étend ou le complète parfois. Pourquoi on n'a pas utilisé ces 2 référentiels? Parce que simplement, on les trouvait parfois redondants. Donc, le GR491 reprend plusieurs fois les mêmes recommandations dans des catégories différentes, parfois un peu difficile à comprendre pour les gens qui ne sont pas forcément directement impliqués dans le sujet. Et aussi pour avoir quelque chose de plus abordable. Donc, un de nos objectifs, c'était de faire en sorte que notre référentiel, on puisse le distribuer plus ou moins n'importe qui, pour les aider à faire un premier pas. Éventuellement, le RGESN pourrait venir compléter notre référentiel. Un de nos objectifs était d'être accessible. Donc, au niveau des projets pilotes, on avait donc la refonte du site web de Bruxelles Environnement, My Permit Environnement, le test d'égalité des chances et la plateforme régionale. Donc, tous les 4 ont été éco-conçus. On a éco-conçu en collaboration avec des consultants externes qui sont venus nous aider. Et on a regroupé les expériences de tous ces projets dans notre propre référentiel. On s'est également basé sur le rapport qui a été fait par Greenspector. Greenspector est une des entreprises qui nous ont aidés. Ils ont aidé sur le site de Bruxelles Environnement. Il y avait du temps à la fin du projet, donc ils ont fait une espèce de synthèse de ce qu'ils ont fait sur ce projet et on s'est aussi inspiré de ça. Donc la première étape qu'on a faite, c'est de choisir les bonnes pratiques qu'on voulait garder. Donc, il y en a énormément. Le GR491 s'appelle GR491 parce qu'il contient 491 pratiques. Enfin, il contenait à la base, il en a plus maintenant, il a évolué. Mais donc, il y a autour de 500 recommandations. C'était beaucoup trop pour une introduction dans l'éco-conception. Et donc, on a commencé par une sélection des différentes recommandations. Donc, on a filtré
les référentiels existants, on a ajouté nos retours d'expérience sur les projets pilotes et les infos du projet, du rapport Green Spector pour définir une liste de critères qu'on voulait garder. Et sur base de ces critères, on a commencé la rédaction du document avec pour chaque critère une explication, une description, etc. Il y a eu une phase de relecture, donc pour être sûr de pas être pour être sûr d'être accessible au plus grand nombre, on a contacté tout un tas de gens avec des profils différents, donc des profils techniques, des profils non techniques, des profils plus côté matériel réseau, des profils côté développement, etc. Histoire d'avoir un feedback. On a fait relire ce document à tous ces gens qu'on remercie au passage si certains d'entre eux sont ici. Et on a traité leur retour. On est en train de finaliser le traitement de leur retour pour la version finale. Donc, on adapte le document suite à leurs recommandations. Et le résultat, c'est un référentiel light de 20 bonnes pratiques réparties sur 5 thématiques. Les stratégies et spécifications, le UX/UI, l'optimisation des médias, le développement et l'hébergement. Et donc, pour chaque catégorie, on a des recommandations à faire aux équipes projet pour qu'elles puissent concevoir. Je ne sais plus si c'est ce slide ou le suivant. On reviendra si besoin. Donc, comment utiliser ce référentiel? Alors, soit les équipes directement, en recommandation et en essayant de les appliquer. Ça peut être aussi une annexe à un appel à projet. Donc vous devez faire développer quelque chose par une entreprise extérieure, par des consultants. Vous pouvez joindre ce document en précisant que vous voulez que votre application soit éco-conçue. Et pour donner un exemple du niveau des attentes, ce référentiel peut faire office d'annexe. Et de notre côté, on va travailler sur une éventuelle formation autour de ce référentiel, donc aller dans les équipes ou proposer aux équipes de venir nous rejoindre pour former les personnes concernées à l'éco-conception. Voilà à quoi ça ressemble. Donc ici, on a un exemple sur la catégorie UX/UI. La recommandation est less is more, donc c'est une recommandation qui va nous dire de garder le projet dans des proportions raisonnables, de ne pas faire des choses qui ne sont pas forcément utiles ou qui peuvent être évitées. Donc on retrouve un titre, un code, un niveau de difficulté. Les niveaux de difficulté sont faibles, moyens ou difficiles. 3 niveaux de difficulté. On retrouve les références au RGESN, donc des références pour ceux qui veulent aller plus loin. On peut se référer au RGESN et donc on liste tous les points du RGESN qui sont liés à cette recommandation. On a ensuite un titre, une description où on retrouve les infos sur la recommandation et des ressources externes. Une fois, pour ceux qui veulent aller plus loin, on a des ressources vers des sites et des références connues pour avoir plus d'informations. Évolution du groupe de travail 2. Une fois qu'on aura terminé le référentiel light, on a commencé à travailler sur un outil de mesure. C'est l'étape suivante de l'éco-conception quand on est en train d'éco-concevoir. Et c'est aussi une des expériences qu'on a tirées de nos projets pilotes. On éco-conçoit, on veut savoir si on avance, si on va dans le bon sens. Et donc, on a en projet de mettre à disposition un outil de mesure qui permettra de savoir si le côté éco-conçu du site ou de l'application s'améliore au fil des différentes versions. On a ensuite dans nos bagages un projet de page déclarative d'éco-conception, un peu sur le modèle de la page déclarative d'accessibilité. Quand un site est accessible, il y a une page sur le site pour indiquer
la démarche, ce qui a été fait, ce qui est éventuellement pas accessible et pourquoi. Ici, c'est la même idée pour l'éco-conception. Donc, le but est de permettre de donner de la visibilité à l'éco-conception et donc de déclarer ou de ce qui a été fait, le processus qui a été mis en place et de justifier certains choix. Parfois, on est obligé de faire des choix. Je suis photographe, je mets des photos sur mon site. Notamment, je ne vais pas mettre de photos de basse qualité. Dans ma déclaration d'éco-conception, je pourrais justifier mes choix. On travaille sur un template qu'ensuite chacun pourra utiliser pour l'ajouter à son site. Le projet suivant sont les clauses d'éco-conception pour les marchés publics. Donc, aider à passer des marchés publics et à inclure la partie éco-conception dans les marchés publics. Et pour finir, les formations, je l'ai déjà abordé, essayer de faire en sorte de soit aller dans les équipes, soit recevoir des gens pour les aider à éco-concevoir leur projet. Et voilà. Est-ce que vous avez des questions éventuellement? Le document sera disponible bientôt. Si vous êtes dans l'initiative, vous recevrez probablement par mail ou vous recevrez un lien plutôt. Et voilà. On prévoit en octobre, je crois. Ce qui va y arriver. On va dire mi-novembre. Mi-novembre. Très bien. Il va y avoir ça. Donc, ouais, n'hésitez pas à partager cette info. En fait, l'idée, c'est vraiment que les différents projets s'approprient ça. Pour info, nous, on va rencontrer les product owners de Paradigme. Leur présenter. Leur en parler, quoi. C'est une manière simple pour les équipes projet, les codeurs, de s'approprier l'éco-conception. Si on va vers des référentiels classiques, le premier réflexe, c'est de dire il y a trop de choses, j'ai pas envie. Là, il y a vraiment quelque chose d'assez light qui peut être exploré par l'équipe. Pas uniquement pour les développeurs. Hein. C'est pas que pour eux. C'est vraiment pour tous les profils, chefs de projet, analystes. C'est pour tout le monde. Il y a des points qui concernent certaines fonctions en particulier. La partie développement, forcément, ça concerne les développeurs, mais la partie stratégie, c'est plus les project managers. Il y a une partie hébergement pour les gens qui travaillent dans l'hébergement, etc., etc. Donc, c'est vraiment à destination de tous les membres de l'équipe. Ce que dit pas Sébastien, c'est que ça a été un très gros travail. Hein. Ça fait plus d'un an un an et demi même. Longtemps. On espérait avoir fini il y a 6 mois. Après, et finalement. Merci beaucoup. On approche de la fin. Je vais vous mettre pas longtemps, mais juste vous donner quelques. Là, l'idée, c'était une perspective de 2025 pour ceux qui n'ont pas forcément suivi tous les événements, et puis quelques éléments d'information par rapport à l'initiative. On a eu la journée de la Terre, c'était quand? Je ne me rappelle plus, c'était mars, non? Non. Si, je ne sais plus. Je ne me rappelle plus de la date. Mais il y a eu une conférence ici, et notamment pas mal centrée sur l'IA responsable, première présentation du guide d'EcoGest. Pour le Digital Cleanup Day Week, on avait organisé chez BE une conférence de Louis de Tisbach sur l'intelligence artificielle, l'éthique et l'impact. Ça a eu un gros succès, il y avait plus de 300 personnes. C'était un assez chouette événement. Le Green Tech en juin, je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui étaient allés. Je ne sais pas encore, j'ai pas encore l'information de savoir si le Green Tech sera renouvelé pour l'année prochaine ou si ce sera dans 2 ans. En tout cas, il y en a un à Paris. Ceux qui sont très motivés peuvent aller. C'est en décembre, il me semble, ou fin novembre ou début décembre. Et on espère le faire revenir en juin prochain à Bruxelles, mais c'est encore sûr. On va voir. En tout cas, c'est là où on a rencontré les 3 startups qu'on vous a présentées.
le guide des éco-gestes que Connie était venu nous présenter à la Journée de la Terre est disponible sur le site. Il est disponible à pas mal d'endroits, je crois. Hein. Connie, tu peux peut-être en dire 2 mots. Tout à fait. Normalement, sur les sites de l'initiative, on l'a distribué aux différentes administrations. Donc, normalement, par exemple, le CKC Talent, il est sur intranet de la partie sustainabilité. J'imagine que chez vous, il a été distribué aussi comme ça. Et voilà, principalement, c'est sur les sites de l'initiative maintenant. En gros, ce guide, il a été sorti par le GT4 parce que souvent, les gens nous demandaient, mais moi, qu'est-ce que je peux faire à mon niveau personnellement? Pareil, quand on fait les formations là, tous les mois chez Paradigme, souvent, à la fin, le feedback qu'on nous donne, c'est, mais moi, qu'est-ce que je peux faire personnellement? Donc, le guide d'EcoGect a pour vocation de répondre à cette question. N'hésitez pas à le diffuser, c'est une manière de parler du numérique responsable dans vos organisations. Concernant les formations, justement, je rappelle que tous les mois, à Paradigme, à l'Iris Tower, avec Constance, on fait une formation introduction au numérique responsable qui dure 3h30, qui permet à des gens qui ne connaissent pas forcément le sujet de comprendre les enjeux. C'est en 2 parties. Il y a 1h30 sur les enjeux. Et là, on les déprime totalement. Et puis ensuite, on présente ce qui est fait au niveau de la région. C'est gratuit pour tous les collaborateurs. Il y a encore de la place pour jeudi Ouais. Oui. Ouais, tu peux. Donc, les 2 prochaines dates, c'est 16 octobre, 18 décembre. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Et pareil, c'est une manière pour vous d'avoir des alliés dans vos équipes projets, dans vos organisations. Des gens qui ne sont pas totalement convaincus ou qui pensent que le numérique responsable, c'est juste trier ses emails. Envoyez-les là et on va vous les convertir vitesse grand V. Et pour info aussi, d'ailleurs, cette formation, on peut même venir la faire si vous avez un groupe de personnes. Venir vous la faire dans vos organisations. Est-ce que ça a du sens pour des gens qui ont déjà fait la fresque du numérique en plus? Ah oui. C'est un complément. Ouais. La fresque, c'est vraiment intéressant pour ouvrir ses chakras sur le sujet. Tu vois. Là, vraiment, on rentre dans le détail, on monte les chiffres, on rentre dans le détail des problèmes et des solutions. C'est assez dense, il y a beaucoup d'infos, mais au moins, ça permet aux gens de switcher dans leur vision du problème et des grands axes de solutions à faire. Et généralement, ceux qui sont passés par là, après, ils deviennent un allié. Quand tu es dans une réunion, tu dois amener le sujet ou défendre une chose. Si tu as des gens qui ont suivi la formation, au maximum de personnes qui peuvent la suivre en même temps. Au max, c'est 12. Limite à 12. Après, ça dépend. Il y a des setups, peut-être une quinzaine, mais ouais, on essaie de. L'idéal étant 8-10 personnes, c'est vraiment bien parce qu'il y a pas mal d'interactions. Je dirais même, les suivis, je crois que fin de l'année dernière, j'étais au courant du sujet, mais c'était intéressant en 3h30 d'avoir une mise à jour des chiffres ou d'autres actualisés tout le temps. Ça m'a mis à jour aussi. Ouais, on essaye de remettre à jour les infos. D'ailleurs, des fois, c'est très surprenant parce qu'en 6 mois, les chiffres n'arrêtent pas d'augmenter. Des fois, on n'y croit pas, mais ça. Voilà. Autre formation. Ça, c'est une formation sur l'IA. Donc, on a un monsieur IA dans l'équipe d'été. C'est Yvan Cols. Il y a 2 formations. Une qui est utiliser son esprit critique afin de déjouer les pièges de l'IA. C'est organisé toutes les 6 semaines à Paradigme. Et il y a une formation, donc Yvan a co-construit avec Constance pour un usage responsable de l'IA. Pareil, c'est des formations gratuites. N'hésitez pas à la contacter, Yvan ou Constance. Il y aura aussi une prochaine session de fresque du numérique en janvier 2026. Et c'est Constance qui est le contact pour ça. D'ailleurs, lui, croisez Constance ou pas? Je vais la chercher. Je lui dis que c'est à son tour de passer. Dernière info, je sais pas, vous avez présenté l'expo Crash IT du SPRB.
C'est le SPRB, il y a 1 an et demi, je crois, ou 2 ans, ils ont fait le jour du réveillon de Noël. Ils ont organisé une expo parce que le support IT se plaignait de la manière dont les équipes traitaient, dont les collaborateurs traitent leur matériel informatique. Donc, ils ont fait une expo sur le mode humoristique pour sensibiliser les gens à bien traiter leur matériel. Donc, on a repris l'expo, leur idée, on l'a revampé un peu avec l'idée derrière d'en faire une expo itinérante. Et donc, s'il y a des administrations, chaque BE est intéressé, ils ont commencé à nous demander. Mais s'il y en a qui sont intéressés, on peut faire circuler. C'est une manière de parler du sujet, du numérique responsable en général, mais aussi sensibiliser les gens à bien traiter leur matériel. C'est une manière aussi de vous mettre dans la poche vos équipes de support IT et de commencer à faire des projets avec eux. Voilà, donc c'est exposé au 20e étage à l'accueil de Paradigme et c'est là jusqu'au 18 octobre. Maintenant, je vais laisser Constance qui a lu, c'est la seule personne de la pièce qui a lu J'espère que non. Le dernier rapport du Shift Project et qui va nous faire un. Mais il y en a peut-être qui ont vu ce rapport qui est sorti mercredi dernier. Donc, je vous conseille de le lire. Il y a une version toute réduite qui fait 5 pages. Et il y a aussi un webinaire. Et donc, voilà, c'est intéressant. Et en fait, Thierry vous a parlé de notre projet de formation pour sensibiliser à l'impact environnemental de l'IA. Donc là, voilà, du coup, c'est les derniers chiffres qui sont sortis. Et voilà, pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, je vous ai fait un petit résumé. Alors, sans surprise, le premier constat, c'est l'explosion de la consommation électrique au niveau mondial. Donc, le Shift fait un horizon mondial et puis après se focus aussi sur la France par rapport aux questions des objectifs de transition. Donc là, au niveau mondial, les alertes, elles sont déjà venues l'année dernière, notamment de l'Agence internationale de l'énergie sur le fait que la consommation énergétique liée au data center était en pleine explosion. Et c'est lié principalement aux IA génératives. Donc, ce que dit le Shift, comme d'autres d'autres organisations, c'est que un des problèmes, c'est que la surconsommation, elle n'a pas été anticipée. Que du coup, ça pose un certain nombre de problèmes. Le premier étant une concurrence sur les usages, qui est en fait assez problématique pour la transformation, la transition environnementale, on va dire. Parce que les data centers qui ont besoin d'énormes puissances de calcul, d'énormes puissances énergétiques, à l'endroit où ils s'installent, quelque part, ils s'accaparent la production énergétique dans le lieu où ils sont. Ce qui fait que pour les industries locales, pour les habitants, mais aussi globalement pour le territoire, en fait, ça pose un certain nombre de problèmes. Et à un moment où, au niveau européen, là aussi évidemment au niveau français, mais au niveau européen, on s'était engagé à des objectifs climatiques, donc le net zéro en 2050, ce qui suppose d'électrifier un certain nombre d'usages, donc dans l'industrie, dans les bâtiments, etc. Donc là, en fait, on a une concurrence sur la consommation énergétique. Ça pose aussi des problèmes au niveau des capacités du réseau, des capacités de production du réseau, avec des risques de rupture au niveau local, sachant qu'évidemment, les data centers souhaitent flécher la consommation énergétique vers eux, puisqu'ils ne peuvent pas avoir de rupture d'approvisionnement. Et du coup, dans un certain nombre de pays, notamment aux États-Unis, où il y a un développement très exponentiel et agressif de ces data centers, en fait, la solution, c'est de se tourner vers de l'énergie fossile. Ce qui, évidemment, on va avoir pas une très bonne nouvelle. Et donc, voilà, d'une manière générale, il y a une hausse des émissions carbone. Alors, je vous ai mis un peu les chiffres clés. Donc, vous avez là le petit graphique de la consommation électrique. Donc, ça, c'est un graphique de l'Agence internationale de l'énergie qui montre comment ça se passe entre 2005 et 2024. Ce qu'on voit, c'est qu'on a une consommation qui est multipliée par 4. Et vous voyez, la consommation des serveurs, elle est en verte. Voilà, c'est au niveau de la consommation des data centers, c'est ça qui augmente la consommation énergétique. En Europe, les data centers, ça représente 2,5% de la consommation électrique. Donc, c'est déjà important. Et on considère que dans cette consommation énergétique, la part liée à l'IA, elle est de 15% en gros aujourd'hui. Et que d'ici 2035, ça sera à peu près la moitié de la consommation énergétique du data center liée à
l'IA. Et du coup, on est à un chiffre de 50% de la consommation mondiale d'électricité des data centers qui est d'origine fossile, avec à nouveau une augmentation. Alors qu'on était dans une trajectoire de décarbonation, avec les GAFAM qui avaient investi dans l'énergie verte, etc. Et bien là, en fait, on est en train de rebasculer vers un système très carboné. Alors, ce qui est intéressant dans le rapport, c'est qu'il propose un certain nombre de leviers pour agir. Donc, la première mesure sur laquelle ils plaident, et ils ne sont pas du tout les seuls, c'est d'avoir de la transparence sur l'empreinte environnementale. Et un des premiers problèmes, en fait, c'est que au niveau des GAFAM, il y a une grande opacité, donc ils ne donnent pas leurs chiffres de consommation énergétique de leur data center. Donc, en fait, il y a une grande opacité, difficile de calculer l'impact carbone. Et ce qui donne, en fait, est visiblement très sous-estimé. Dès qu'il y a une sorte de rapport contradictoire, en fait, on voit que la réalité, elle est multipliée par 5 ou 6. Donc ça, c'est la première préoccupation. Après, c'est limiter l'empreinte environnementale des solutions IA et des équipements associés en promouvant l'IA frugale. Et de se dire qu'en fait, il faut qu'on reste sous une trajectoire plafond de consommation énergétique. Là, ils le disent à l'échelle d'un territoire, donc la France, en fait, il faut qu'on intègre la consommation des data centers dans la planification globale, qu'on décide de quelle est la consommation maximale qu'on lui alloue. Et là, on réfléchisse à partir de ce seuil, OK, qu'est-ce qu'on priorise, quoi, qu'on soit dans une démarche de priorisation. Voilà, et donc ce qui sort, c'est de se dire qu'aujourd'hui, la trajectoire, elle est insoutenable et qu'il faut qu'on commence à rentrer, mais comme le numérique en général, sur réussir à évaluer, la société évalue la balance bénéfice et impact environnemental de chacune des solutions numériques qu'on déploie, et notamment de l'IA. Donc se dire que voilà, il faut qu'on priorise les usages avec une particularité probablement pour le numérique, mais surtout pour l'IA, c'est que l'IA, elle va permettre aussi d'augmenter l'impact d'autres activités. En fait, ils disent, elle catalyse le système dans lequel on l'intègre. Elle va permettre voilà, d'améliorer, d'optimiser, par exemple, les transports, etc., mais aussi d'augmenter la production globale. On voit, il donne l'exemple de l'industrie fossile. En fait, il y a beaucoup de solutions IA qui sont développées au niveau de l'industrie pétrolière. C'est développé pour pouvoir produire plus, maximiser la production. Donc voilà, c'est une vraie préoccupation. Et leur dernière préoccupation, c'est de se dire, en fait, l'attention, et nous on voit dans le numérique responsable aujourd'hui, le mot-clé, c'est l'IA. Toute l'attention est focalisée sur la question de l'IA. Le reste des sujets, ça passe un peu sous le radar. Et donc, il faut quand même qu'on reste attentif aux autres sujets dans le débat public. Voilà, et dernier petit slide, parce que en fait, au niveau du numérique responsable, on a pu le voir, et c'est une des questions qui a été débattue notamment dans des groupes de travail auxquels on participe avec l'ISIT. C'est vrai qu'aujourd'hui, plaider pour le côté réduction de l'impact environnemental, parfois, on n'est pas très entendu. C'est-à-dire que voilà, l'environnement, en gros, il y en a qui s'en préoccupent encore, mais à un niveau high level, on va dire que ça devient moins une préoccupation, notamment voilà, en raison des tensions géopolitiques, les questions autour de la sécurité, de la souveraineté, etc., c'est beaucoup plus audible. Et du coup, cette question de la souveraineté, elle revient comme quelque chose d'assez crucial pour le numérique responsable. Parce que le numérique responsable, c'est aussi plaider sur réduire notre dépendance. Voilà. Et donc, cette question de souveraineté numérique. Donc, on s'est dit, voilà, globalement, que peut-être que c'était intéressant de suivre ce qui était fait au niveau d'autres pays, d'autres régions, sur cette question de la souveraineté, notamment au niveau de ce qui est développé au niveau des solutions open source. Et donc, voilà, je mets juste ça pour le moment, c'est juste une info, mais sur lequel on va réfléchir pour voir voilà, qu'est-ce que nous, on pourrait proposer, qu'est-ce qu'on pourrait plaider au niveau de la région bruxelloise. Donc, une info qui est au Danemark, vous l'avez peut-être vu, mais en juin dernier, le ministère de la numérisation a décidé de sortir des solutions Microsoft Office pour aller vers de l'open source, pour réduire sa dépendance
solutions américaines, parce qu'ils sont, eux, évidemment, au Danemark, dans une situation géopolitique particulière, puisque les États-Unis revendiquant la propriété du Groenland, évidemment, les relations entre les pays sont quand même complexes. Et donc, ça a aidé à plaider pour la transition hors de l'écosystème Microsoft. En Allemagne, il y a aussi un land qui a abandonné Windows Office et Linux, et qui a passé ses 30 000 postes de travail sous des solutions open source. Et puis, en 2024, donc il y a une déclaration d'intention commune pour coopérer entre l'Allemagne et la France dans le domaine de la souveraineté numérique, justement sur l'administration publique. Voilà, donc c'est quand même des choses qui commencent à rentrer dans le débat avec des expérimentations, et voilà, on s'est dit que c'était intéressant de le suivre. Et voilà, on a terminé là les présentations. Je ne sais pas si vous avez des questions ou des remarques avant de clore notre... Voilà, c'est le petit sur l'impact de l'IA, c'est le petit teaser. Donc on va recruter, donc la formation elle est en train d'être préparée avec Yvan, et on pense qu'elle sera opérationnelle d'ici la fin de l'année, et donc on va chercher des bêta-testeurs pour venir à notre première session et nous faire du feedback pour pouvoir améliorer les choses. Voilà. Si ça vous intéresse, vous n'hésitez pas à m'envoyer un mail, je vous mets dans la liste, et voilà, je prends.